Rio se réveille et se retrouve dans un royaume de nuages avec un ange debout devant lui. Tout d'abord, l'ange l'informe qu'il est récemment mort, mais il lui dit aussi que Rio n'ira pas dans l'au-delà. Pour faire court, ce maudit camion a encore frappé, alors maintenant Michael doit envoyer Rio dans un autre monde pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. D'après les informations que Michael possède, Rio ne recevra aucune mission ou tâche spéciale à accomplir dans le nouveau monde, il est donc libre de faire ce qu'il veut. Rio dit qu'il aimerait vivre une vie lente et relaxante, et Michael est d'accord avec ça, mais d'abord, il doit donner à Rio un aperçu de base du monde dans lequel il va se réincarner. C'est un monde magique appelé Phi, et environ 20% de la population peut lancer des sorts avec leurs éléments naturels. Cela dit, l'élément avec lequel Rio est le plus compatible est l'eau, et comme il a demandé une vie lente et relaxante, Michael a pris la liberté de préparer une petite maison avec un kit de démarrage et une barrière autour pour éloigner les monstres. Dans le cadre de son kit de démarrage, Michael a également préparé une maison de glace avec 2 mois de nourriture en stock, donc Rio n'aura pas à s'inquiéter de la faim pendant un moment. Il a aussi acheté un livre avec des descriptions détaillées de tous les monstres que Rio pourrait rencontrer dans la région. Cela sera utile lorsque Rio rencontrera finalement les bêtes de la forêt, mais pour l'instant, il veut essayer sa nouvelle magie. Il sort dehors et crie l'incantation « boule d'eau », faisant apparaître une sphère d'eau dans sa main, donc la magie semble beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Mais il peut aussi le faire simplement en pensant à une boule d'eau, donc l'incantation n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant qu'il sait qu'il peut utiliser la magie, il se dirige directement vers le bain public et commence à remplir la baignoire d'eau, mais il réalise vite qu'il ne sait faire que de l'eau tiède. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse profiter d'un bain qui n'est pas chaud, alors il sort et commence immédiatement à travailler sur un feu pour chauffer l'eau, mais malheureusement, il n'a aucune idée de comment allumer un feu comme ça. Il finit par abandonner et s'allonge sur le dos, mais ensuite il regarde le soleil et a une bonne idée. Rio prend un bassin et le remplit d'eau, puis il essaie de se concentrer pour comprimer l'eau tout en retirant la chaleur. Finalement, de la glace commence à se former, et après un peu plus de pratique, il est capable de façonner la glace en une loupe pour pouvoir utiliser le soleil pour allumer un feu. Il utilise ensuite ce feu pour chauffer un bain de glace, donc à la fin du premier jour, il peut enfin se détendre. Avec ce qu'il a appris en créant de la glace, il devrait être capable de créer de l'eau chaude tout seul s'il ajoute simplement de la chaleur à l'eau, donc il devra commencer à s'entraîner bientôt. Le lendemain matin, Rio prend son petit déjeuner lorsqu'il commence à penser à son avenir. Michael ne lui a donné que 2 mois de nourriture, donc il va devoir aller chasser pour reconstituer ses stocks. Cependant, il est presque sûr qu'un simple couteau ne suffira pas à affronter les monstres de la forêt, alors il décide de commencer à entraîner sa magie offensive. La première chose qu'il fait est d'essayer de tirer une boule d'eau sur un arbre, et ça marche comme prévu, mais une petite boule d'eau ne sera probablement pas très utile en combat. Cependant, il connaît un moyen de renforcer l'impact de l'eau, alors il forme une autre boule d'eau, mais cette fois il concentre toute l'eau en un seul point pour augmenter la pression. C'est une excellente idée en théorie, mais il n'est pas encore assez habile pour y mettre beaucoup de force, donc son jet d'eau équivaut à un pistolet à eau pour l'instant. Rio repense à quelque chose que Michael lui a dit avant sa réincarnation, la magie, c'est une question d'imagination, donc il doit avoir une image claire de ce qu'il essaie de faire et continuer à travailler jusqu'à ce qu'il s'améliore. Après quelques jours de pratique constante, les jets d'eau de Rio commencent à être corrects, mais ils sont encore loin d'être assez puissants pour tuer un monstre. De plus, Rio a aussi réussi à maîtriser la création d'eau chaude, donc il peut maintenant se préparer des bains chauds quand il veut, même s'il doit encore travailler sur le contrôle de la température. Le lendemain matin, il veut recommencer à travailler sur sa magie de glace, alors il sort et essaie de créer de la glace à partir de rien cette fois. Cela demande beaucoup d'efforts, mais il finit par réussir à invoquer de la glace à partir de rien, même si cela a pris 3 à 4 jours ouvrés pour se former, et il n'arrive pas à la lancer aussi facilement que l'eau. Jusqu'à présent, l'entraînement au combat ne s'est pas très bien passé puisqu'aucun des sorts qu'il a imaginés n'a été efficace, mais pendant les heures suivantes, Rio continue de s'entraîner autant qu'il peut jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol, épuisé par la perte de mana. Il décide d'arrêter pour aujourd'hui, mais le lendemain matin, dès que son mana est récupéré, il recommence à s'entraîner. Cela devient la routine quotidienne de Rio pendant les semaines suivantes, et après tout son entraînement, il est maintenant capable de former de la glace instantanément, donc c'est une attaque viable maintenant. Avec son nouvel arsenal de sorts d'attaque enfin complet et ses réserves de nourriture presque épuisées, Rio se rend dans la forêt pour la première fois pour commencer sa chasse. Il repère immédiatement une paire d'empreintes d'animaux, alors il les suit jusqu'à ce qu'il arrive finalement à une rivière voisine. Pendant qu'il est là, il parvient à trouver du silex au bord de la rivière, et il peut l'utiliser pour allumer des feux en le frappant contre le tranchant de son épée. Pendant qu'il est là, il prévoit aussi de cueillir des herbes de détoxification au cas où il en aurait besoin, et soudain, il entend un grognement grave derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il trouve un sanglier inférieur qui le fixe, et il est complètement paralysé.
Le sanglier commence à charger Rio, mais c'est la première fois qu'il doit se battre pour sa vie, donc il a du mal à penser à ce qu'il doit faire. Juste au moment où le sanglier est sur le point de le frapper, il parvient à se ressaisir et saute sur le côté pour éviter de se faire piétiner, mais il ne semble pas que le sanglier en ait fini avec lui. Heureusement, Rio a finalement retrouvé son calme, alors que le sanglier court vers lui, il crée une piste de glace pour le faire glisser, puis il forme plusieurs pointes de glace droit sur le chemin du sanglier, entraînant sa mort immédiate et brutale. Après avoir préparé la viande de sanglier, Rio jette un coup d'œil au livre des monstres pour lire à son sujet, et apparemment, le sanglier inférieur est le monstre le plus faible que l'on puisse rencontrer dans cette forêt. Le livre entier est censé être un guide pour les débutants, donc la plupart des monstres qu'il contient sont assez basiques, mais il y a 2 pages supplémentaires à la fin du livre, qui semblent importantes. Une page parle des dragons et comment ce sont des créatures assez puissantes pour détruire des villes entières seules. Le livre recommande de fuir immédiatement s'il en rencontre un parce qu'il n'aurait aucune chance de le vaincre, bien qu'il ne pourrait probablement pas le distancer non plus, donc il ferait mieux de demander grâce. Il y a aussi une page ici qui parle de quelque chose appelé un démon, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, donc tout ce que dit le livre est que si vous en rencontrez un, vous êtes condamné. Le lendemain, Rio part chasser à nouveau, mais alors qu'il ne faisait pas attention, il est soudainement attaqué d'en haut par un faucon assassin géant. Le faucon peut utiliser la magie du vent pour trancher sa proie, donc Rio est obligé de courir tout en créant des boucliers de glace pour bloquer le vent tranchant. Il sait à quel point les faucons sont difficiles à affronter, donc il préférerait ne pas se battre, mais il n'a aucun moyen de le distancer, donc sa seule option pour l'instant est de riposter. Il lève la main et commence à lancer ses jets d'eau, mais le faucon parvient à esquiver son attaque et plonge avec la magie du vent pour frapper Rio. Cependant, Rio réagit à temps pour créer un bouclier de glace, entaillant l'œil du faucon et le faisant s'écraser tête la première au sol. Quelques instants plus tard, le faucon reprend conscience, bien que son œil ait été définitivement endommagé, donc il s'envole pour battre en retraite. Mais avant de partir, il jette un dernier regard à Rio pour mémoriser son visage, parce que maintenant le faucon a une rancune personnelle contre lui. Rio est soulagé d'avoir survécu, mais ce n'est vraiment pas ce à quoi il s'attendait pour sa nouvelle vie relaxante. Pendant que Rio était poursuivi par le faucon, il a couru si loin qu'il s'est perdu dans la forêt jusqu'à tard dans la nuit, et alors qu'il essayait de retrouver son chemin vers la maison, il tombe sur un lac brillant avec un Dulahan debout au milieu, et il semble qu'il l'a repéré. Au fil du temps, Rio continue son entraînement, et maintenant il est capable de chasser et de conserver sa nourriture avec une relative facilité. Sa magie de l'eau est aussi devenue beaucoup plus puissante, lui permettant de créer des plaques de glace tranchantes et de les faire tomber avec une grande force en un instant. Son jet d'eau est aussi devenu assez puissant pour trancher facilement la roche solide, donc ses capacités de combat sont plutôt bonnes maintenant. Mais la magie de glace n'est pas le seul entraînement qu'il a fait récemment. Depuis ce jour où il a été repéré par le Dulahan, il est sorti dans la forêt tard chaque nuit pour l'affronter. Les cavaliers sans tête n'étaient pas du tout mentionnés dans le guide des monstres, donc ce n'est soit pas un monstre, soit c'est simplement trop avancé pour le guide des débutants. Quoi qu'il en soit, Rio prévoit toujours de le combattre, alors il charge avec son bâton de glace et commence à frapper. C'est plus une session d'entraînement qu'un vrai combat parce que le Dulahan surpasse Rio en force et en compétence, mais Rio fait toujours de son mieux pour bloquer les attaques du Dulahan avec ses boucliers de glace, bien qu'il finisse par être vaincu en quelques secondes. Le Dulahan n'a jamais dit un mot à Rio, mais pour une raison quelconque, Rio a l'impression qu'il a pris le rôle d'un professeur essayant de le mettre en forme. Juste à ce moment, le Dulahan lève son épée et utilise la magie de l'eau pour prolonger sa lame. Rio est surpris d'apprendre que le Dulahan peut aussi utiliser la magie de l'eau, mais après avoir démontré comment fonctionne l'épée, il la donne à Rio et marche sur le lac. Plus tard, Rio était parti chasser comme d'habitude quand il a été soudainement attaqué par le même faucon assassin que la dernière fois. Il ne se souvient pas qu'il était noir la dernière fois qu'il l'a vu, donc il suppose qu'il a dû travailler dur pour évoluer juste pour revenir pour une revanche. Le faucon plonge vers Rio et lance plusieurs coups de vent, donc Rio érige 5 couches de murs de glace pour se protéger. Cependant, depuis qu'il a évolué, les coups de vent du faucon sont si puissants qu'ils brisent instantanément tous les murs de glace de Rio, et maintenant il commence à être vraiment nerveux. Il commence à courir à travers le champ tout en érigeant des murs de glace pour bloquer les attaques, et quand il voit enfin une ouverture, il contre-attaque en lançant plusieurs pointes de glace. Cependant, le faucon a réussi à esquiver les pointes avec une soudaine explosion de vitesse, et ce n'est pas tout. Il ouvre la bouche et crie à une fréquence qui interfère avec la magie de Rio, donc tous ses boucliers de glace disparaissent, et il est pratiquement sans défense. Mais le faucon n'a toujours pas fini, donc il commence à planer devant Rio, et il peut dire que quelque chose de gros arrive, mais il ne sait pas quand. Quelques instants plus tard, Rio peut sentir l'électricité dans l'air alors qu'un éclair est tiré droit sur lui, et une attaque comme ça aurait été fatale, mais heureusement, il a pu utiliser un bâton comme paratonnerre et sauter pour se sauver. Pendant que Rio se remet du choc partiel qu'il vient de recevoir,
Le faucon descend et essaie de l'achever avec ses serres, mais à la dernière seconde, Rio sort son épée de glace et part l'attaque. Le faucon l'affronte encore quelques fois, mais grâce à tout l'entraînement de Rio avec le Dullahan, il est capable de repérer rapidement une brèche dans les défenses du faucon et de le poignarder dans le cou. Après que le faucon est tombé au sol, Rio s'approche de lui parce qu'il peut comprendre ce qu'il ressent. Il a perdu un œil à cause de Rio, donc il voulait désespérément prouver qu'il était plus fort que lui, c'est pourquoi il a évolué en premier lieu, mais Rio a aussi passé son temps à essayer de devenir fort, donc à la fin, le faucon a quand même perdu. Après ça, Rio commence à rentrer chez lui, mais à sa grande surprise, il est soudainement confronté à un dragon. Il se souvient de ce que le livre disait sur les dragons étant invincibles, donc il pense qu'il est condamné, mais à sa surprise, le dragon commence à lui parler par télépathie. Le dragon ne semble pas vouloir blesser Rio d'aucune façon, en fait, il est juste coincé ici parce qu'il cherche actuellement un faucon noir qui est passé par ici, donc il se demandait si Rio l'avait vu dans les parages. Rio est content que le dragon ne soit pas hostile, mais il parle probablement du faucon qu'il vient de tuer, donc il s'excuse profondément et explique que le faucon l'a attaqué, donc il n'avait pas d'autre choix que de le tuer. Le dragon est surpris d'entendre qu'un humain comme Rio a pu tuer un faucon, mais il ne semble pas trop contrarié. D'un autre côté, le dragon est plutôt intrigué par l'épée que Rio porte parce qu'il la reconnaît comme celle du roi des fées, et pour qu'il l'ait donnée à un jeune garçon, Rio a dû faire quelque chose pour gagner ses faveurs. Le dragon a pris Rio en affection, et Rio a quelques questions qu'il espérait poser puisqu'il n'a toujours pas beaucoup d'informations sur ce monde. Lui et le dragon finissent par parler pendant quelques heures jusqu'à tard dans la soirée, mais leur conversation est interrompue parce que le dragon doit rentrer chez lui maintenant. Rio le remercie d'avoir répondu à ses questions, et le dragon le remercie aussi parce que ça fait une éternité qu'il n'a pas eu une conversation aussi intéressante. Ils se disent au revoir, mais pendant ce temps, Michael est au paradis en train de revoir les papiers de la réincarnation de Rio quand il remarque quelque chose qu'il a manqué plus tôt. Il semble que Rio ait reçu le trait caché de jeunesse éternelle pour une raison quelconque, et Michael trouve ça étrange parce qu'il n'a pas vu quelqu'un avec un trait caché depuis qu'il a envoyé une héroïne à fille il y a 10 000 ans. Un jour, Rio se rend à la plage parce qu'il a eu récemment une envie de sel, mais lorsqu'il arrive, il trouve l'épave d'un navire échoué. Il s'approche du navire pour voir s'il y a des survivants et découvre un corps gisant à côté. Mais en vérifiant, il se rend compte que l'homme est déjà mort, donc il ne peut rien faire pour l'aider. Cependant, à ce moment-là, Rio entend un grognement de l'autre côté de la plage. Il regarde dans cette direction et est heureux de voir que quelqu'un a en fait survécu au naufrage. Le navire a été détruit par un monstre marin géant pendant une tempête massive, alors Abel était certain qu'il allait mourir en mer. Mais à sa grande surprise, il se réveille dans un lit chaud. Tous ses affaires ont été posées sur la table à côté de lui, alors il les prend et commence à explorer les lieux, car il ne sait pas où il se trouve. Il sort dans l'espoir de repérer un point de repère, mais tout ce qu'il voit autour de la maison est une épaisse ligne d'arbres. C'est alors que Rio sort de la maison et dit qu'il est content de voir Abel debout. Abel est choqué de réaliser que Rio est là, car il n'a pas du tout senti son approche. Mais à part ça, il trouve que Rio est habillé de manière très étrange. Il s'apprête à demander pourquoi Rio n'a aucun sens du style, mais il se ravise en réalisant que ce serait impoli de dire ça d'emblée. À la place, il remercie d'abord Rio de lui avoir sauvé la vie. Rio répond qu'il n'y a pas de quoi le remercier, car tout ce qu'il a fait, c'est transporter le corps d'Abel ici. Malheureusement, Abel était le seul encore en vie quand Rio les a trouvés, donc tous les autres à bord du navire sont morts depuis longtemps. Abel est un peu surpris que d'autres personnes se soient échouées avec lui, mais il explique à Rio qu'il n'a pas le temps de trop s'inquiéter de leur mort, car tous les autres à bord étaient des passeurs illégaux. Rio ne sait pas exactement ce qu'Abel entend par passeur, mais pour l'instant, Abel doit avoir très faim après un tel naufrage, alors Rio lui propose de lui préparer à manger. Pendant qu'il mange, Abel finit par demander à Rio pourquoi il ne porte qu'un pagne. Rio explique qu'il n'a tout simplement pas d'autres vêtements. Abel demande pourquoi Rio ne va pas acheter des habits, mais il s'arrête, pensant que Rio n'a peut-être pas assez d'argent pour se payer des nécessités, et que ce serait mal poli d'aborder le sujet. Rio est effectivement fauché en ce moment, mais même s'il avait de l'argent, il ne pourrait rien acheter car il n'y a ni ville ni village près de chez lui. Abel est choqué d'entendre ça, mais pour quelqu'un qui vit seul ici, il est impressionné par la façon dont Rio se débrouille. Il lui demande s'il a utilisé le couteau sur la table pour chasser la viande qu'il mange, mais Rio répond que le couteau sert surtout à dépecer ses prises. Quand il chasse, il utilise généralement sa magie de l'eau, et pour le prouver, il crée un peu d'eau pour remplir une cruche. Abel est émerveillé, car même dans les plaines centrales, seule la moitié des gens savent utiliser la magie. Rio, quant à lui, est surpris d'apprendre que la magie est si répandue, car Mike lui avait dit que seulement 20% de la population pouvait manier la magie. Après le déjeuner, Abel demande à Rio de le ramener à l'épave, car il a besoin d'y vérifier quelque chose. Rio accepte de le guider jusqu'à la côte, et pendant leur marche,
Abel demande pourquoi Rio n'utilise pas de bâton magique alors qu'il est magicien. Rio est un peu confus, car il n'en a jamais eu besoin, mais Abel réalise alors que si Rio ne peut même pas acheter des vêtements, il ne peut évidemment pas se procurer un bâton non plus. Pour se faire pardonner sa maladresse, Abel propose à Rio de le laisser s'occuper de tous les combats s'il rencontre des problèmes en chemin. Rio essaie de lui dire que ce ne sera pas nécessaire, car il peut déjà gérer toutes les menaces de la forêt seul, mais Abel insiste, voulant contribuer à sa manière. Ils finissent par arriver à l'épave, mais à la surprise de Rio, tous les corps ont disparu. Il pense qu'un monstre a dû venir les manger à un moment donné, et qu'Abel a eu beaucoup de chance que Rio l'ait trouvé avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Après avoir fouillé l'épave un moment, Abel se rend compte que ce qu'il cherche n'est pas là, alors il arrête de chercher. Rio lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Abel répond qu'il va rejoindre ses amis, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Se rendre à la ville de Long serait un bon début pour retrouver ses amis, mais il est presque certain qu'ils sont bien plus au sud de Long, et il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour rentrer. Il craint de devoir se préparer à un long voyage solitaire, mais il a alors une idée et demande à Rio s'il veut l'accompagner. Rio est un peu stupéfait par cette offre, mais Abel explique qu'il ne connaît pas du tout cette région et qu'il aurait vraiment besoin d'un guide pour rentrer. Rio y réfléchit un instant et réalise qu'il n'a pas vraiment de raison de rester ici. Il est aussi curieux d'en apprendre plus sur les autres habitants de ce monde, alors il accepte d'accompagner Abel. Cependant, il a quelque chose à régler d'abord et demande s'ils peuvent partir demain matin. Abel n'a aucune objection, alors il retourne à la maison de Rio pour l'instant. Plus tard dans la soirée, Rio se prépare à sortir seul dans la forêt. Abel trouve bizarre que Rio veuille aller voir quelqu'un à cette heure, surtout après avoir dit qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs, mais il ne veut pas trop s'immiscer dans les affaires personnelles de Rio, alors il ne dit rien. Rio se rend dans la forêt et finit par rencontrer Dulahan. Il lui annonce qu'il va quitter la forêt pour un certain temps et que ce sera peut-être leur dernier entraînement ensemble pour un moment, alors il compte se battre à fond. Rio brandit son épée et charge Dulahan, qui parvient toujours à bloquer toutes ses attaques. Mais Rio s'est tellement amélioré que ses coups sont assez puissants pour repousser Dulahan pour une fois. Cependant, Dulahan est bien plus compétent que Rio, et après un long combat, Rio s'effondre à genoux, vaincu. Leur match terminé, Dulahan commence à marcher lentement vers le lac. Rio se relève et le remercie pour tout l'entraînement qu'il lui a offert. C'est grâce à l'aide de Dulahan que Rio a pu survivre si longtemps dans cette forêt, et Dulahan considère désormais Rio comme son précieux élève. En guise de cadeau d'adieu, il lui offre une robe spéciale, et Rio est très reconnaissant. Le lendemain matin, Rio et Abel sont enfin prêts à partir. En s'éloignant, Rio dit un dernier au revoir à sa première maison dans ce monde. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il rencontre rapidement un sanglier monstrueux. Abel demande à Rio de reculer et de le laisser s'en occuper. Il tire son épée et charge le sanglier en criant une technique de combat appelée empalement total. En un instant, un trou traverse le corps du sanglier. Rio est impressionné par ce qu'il vient de voir et demande à Abel ce que sont les techniques de combat. Abel explique que ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie combattent avec des techniques appelées skills, qui leur permettent d'accomplir des choses incroyables, comme ce qu'Abel vient de faire au sanglier. Après une journée de marche dans la forêt, ils arrivent finalement dans une zone marécageuse, mais elle est remplie d'hommes lézards. Abel préfère éviter tout combat et propose de faire un détour par les bois. Cependant, pendant leur détour, Rio sent quelque chose les approcher lentement. Il attire l'attention d'Abel et l'informe que les hommes lézards les suivent. Abel dit qu'ils vont devoir les affronter et prépare son épée, mais Rio lui dit qu'ils sont trop nombreux pour qu'Abel puisse les combattre seul. S'il compte les vaincre avec de la magie, Abel ne comprend pas comment Rio compte battre un groupe d'hommes lézards à lui seul. Mais alors que les lézards émergent des arbres, Rio les abat instantanément avec plusieurs pics de glace. Abel est choqué par ce qu'il vient de voir, mais ils sont encore en plein combat, alors il devra garder ses questions pour plus tard. Une fois tous les hommes lézards neutralisés, Abel demande à Rio d'expliquer quel sort il vient d'utiliser. Rio ne comprend pas la question, car il a simplement lancé plusieurs sorts de glace ordinaires, mais d'après ce qu'Abel sait, un mage ne devrait pouvoir lancer qu'un seul sort à la fois. Abel tient cette information d'un mage du vent, alors Rio pense que la limite d'un sort à la fois doit être spécifique à la magie du vent, car il n'a jamais eu de problème à lancer plusieurs sorts d'eau en même temps. Avant de repartir, Rio crée un verre d'eau pour Abel, car ils doivent rester hydratés. Mais Abel remarque que l'incantation utilisée cette fois est différente de celle utilisée précédemment pour créer de l'eau, et cela éveille sa curiosité. En réalité, Rio n'a même pas besoin d'incantation, il trouve juste que ça a l'air cool, mais il ne veut pas qu'Abel le trouve bizarre, alors il fait comme si de rien n'était. Ils finissent par sortir de la forêt et arrivent dans une plaine dégagée, mais sans s'en rendre compte, ils ont pénétré dans un territoire de golems de pierre. Abel et Rio doivent esquiver les rochers qu'on leur lance. C'est la première fois que Rio voit des golems de pierre, et il est surpris, car ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'il imaginait. Abel court en avant et essaie d'utiliser sa technique d'empalement total sur les golems, mais bien qu'il parvienne à percer un trou dans l'un d'eux,
le golem se referme instantanément. Il ne pourra pas avancer comme ça. Comme les golems peuvent se régénérer, Ryo pense qu'il faut les détruire en une seule attaque, et il a justement le sort parfait pour ça. Il demande à Abel de s'écarter car il veut essayer quelque chose. Une fois Abel en sécurité, Ryo utilise sa magie pour invoquer un glaçon, un très gros glaçon. Il laisse ensuite tomber le glaçon sur 2 des golems, et même lui est un peu effrayé par la puissance destructrice de cette attaque. Il fait la même chose avec les autres golems jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, mais celui-ci ne bouge plus pour une raison inconnue. Ryo suppose que les golems puisaient leur énergie dans le sol pour attaquer, alors maintenant que celui-ci est tombé, il ne peut plus rien faire. Il repère aussi une énorme pierre magique au fond du golem et prévoit de l'emporter, mais c'est dommage qu'il ne puisse pas en récupérer plus, car tous les autres golems ont été écrasés. Ils installent leur campement pour la nuit, et pendant leur conversation, Abel mentionne que les donjons abritent des monstres comme les golems. Dès que Ryo entend le mot au donjon, il s'enthousiasme et demande pourquoi Abel n'en a pas parlé plus tôt. Abel ne pensait pas que Ryo serait si intéressé par le sujet, mais s'il veut vraiment voir un donjon, alors il a de la chance, car le seul donjon des plaines centrales se trouve à Long, la ville où ils se rendent. Ryo demande s'il y a autre chose qu'il devrait savoir, alors Abel lui demande s'il connaît les nains et les elfes. Ryo en a un peu entendu parler, mais il veut plus de détails. Abel explique que les nains sont des gens petits et forts, doués pour l'artisanat, et qu'il y en a pas mal à Long. Quant aux elfes, la plupart vivent dans les forêts et n'interagissent pas souvent avec les humains, donc Abel ne connaît qu'un seul elfe à Long. Le lendemain matin, ils continuent vers le nord, et Ryo dit qu'une fois qu'ils auront passé les montagnes là-bas, ils trouveront la civilisation humaine. Abel a essayé de ne pas trop s'immiscer dans les affaires personnelles de Ryo, mais il est très curieux de savoir comment Ryo peut connaître la route alors qu'il n'est jamais allé dans un village humain. En réalité, Ryo a obtenu ces informations lors de sa conversation avec le dragon, mais il est sûr que cette révélation affolerait Abel, alors il lui dit qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas. Quelques instants plus tard, Ryo sent une présence terrifiante à proximité, et à leur horreur, il se retrouve face à un griffon géant. Aucun des deux n'est de taille à affronter un tel monstre, alors Ryo réagit vite et sort de sa besace la viande qu'il avait gardée pour plus tard, qu'il lance en l'air. Abel fait de même, et le griffon attrape aussitôt la viande. Il a maintenant assez de nourriture pour la journée et décide de les laisser tranquilles. Ils sont tous deux extrêmement soulagés d'avoir survécu. Abel dit que des monstres comme les griffons n'ont pas été aperçus près des humains depuis des siècles, donc cette montagne doit probablement éloigner les monstres les plus puissants de la civilisation. Mais si c'est le cas, alors il risque d'en rencontrer encore plus ici, et il semble qu'il ait raison, car peu après, il tombe sur un groupe de wyverns. Abel pense qu'il devrait faire un détour pour les éviter, mais cela prendrait trop de temps en montagne. De plus, même si le griffon était trop fort pour Ryo, il sait qu'il est assez puissant pour battre les wyverns. Il sort donc de sa cachette et utilise plusieurs lances de glace pour les abattre. Abel est stupéfait de la facilité avec laquelle ils les ont vaincus, car il faut habituellement 20 aventuriers pour venir à bout d'une wyvern, mais tant qu'il s'en sort indemne, il ne va pas se plaindre. Ryo et Abel continuent ensuite à travers la montagne, combattant les monstres sur leur passage, et finissent par atteindre l'autre côté. Ils sont désormais un peu plus près de la civilisation. Après quelques jours à se frayer un chemin à travers les montagnes, Abel et Ryo parviennent enfin à atteindre les plaines. Ryo est un peu déçu car il s'amusait beaucoup à tuer tous ces wyverns, mais Abel ne comprend pas comment il peut appeler ça amusant. Cependant, il admet que toutes les pierres de wyvern qu'ils ont collectées sont un bon bonus, donc ce voyage a été très productif. Abel finit par repérer une route au loin s'étendant en ouest et la reconnaît comme celle qui mène à la ville de Kiat. S'ils vont dans cette direction, ils devraient arriver assez vite. Ryo a hâte de voir à quoi ressemblent les villes de ce monde, et comme ils s'arrêteront à Kiat pendant un moment, Abel suggère à Ryo d'essayer la nourriture là-bas car elle est vraiment bonne. Les deux finissent par arriver à Kiat, et la première chose qu'ils font est de se rendre dans un restaurant. Là, Abel dit à Ryo qu'il devrait probablement s'inscrire à la guilde des aventuriers une fois arrivé à Long, car cela servirait de carte d'identité pour lui. Ainsi, il pourrait voyager dans n'importe quelle ville du royaume sans qu'Abel ait besoin de se porter garant pour lui comme il l'a fait pour que Ryo puisse entrer à Kiat. De plus, Ryo pourrait aussi vendre toutes les pierres magiques qu'il a collectées à la guilde, donc c'est la chose naturelle à faire. Juste à ce moment-là, leur nourriture arrive, et Ryo est choqué lorsqu'il voit ce qu'il y a dans l'assiette devant lui, c'est du curry. Il n'avait même pas imaginé que le curry pouvait exister dans ce monde, et en tant que personne qui a mangé de la viande et des légumes fades depuis son arrivée, il meurt d'envie d'épices. Le lendemain, Ryo et Abel quittent Kiat pour continuer leur voyage, et après un moment, ils arrivent enfin à la ville de Long. En approchant des portes, le garde posté à l'entrée reconnaît Abel et est choqué de le voir, car il avait été déclaré disparu il y a des mois. Abel dit que c'est une longue histoire, mais en gros, la seule raison pour laquelle il est revenu vivant est grâce à Ryo. Nimé serre chaleureusement la main de Ryo, reconnaissant qu'il ait sauvé son ami. Nimé est toujours en service, donc il n'a pas le temps de discuter correctement avec Abel,
mais il lui demande où il se dirige. Abel répond qu'il va d'abord se rendre à la guilde, car tout le monde là-bas est probablement encore inquiet pour lui, et pendant qu'ils y sont, il compte inscrire Rio comme aventurier. Normalement, on commence comme rang F, mais avec la recommandation d'un aventurier de haut rang comme Abel, Rio devrait pouvoir commencer directement au rang D. Quoi qu'il en soit, quand ton rang est élevé, tu es autorisé à prendre des quêtes plus difficiles, et en retour, tu obtiens de meilleures récompenses, mais vu le nombre de gemmes de Wyvern que Rio a obtenues, Abel doute qu'il ait à s'inquiéter pour l'argent pendant un moment. Rio demande si les gemmes de Wyvern sont vraiment si précieuses, et selon Abel, elles le sont tellement que les vendre toutes d'un coup pourrait faire s'effondrer le marché, donc il va probablement devoir laisser le maître de guilde décider quoi en faire. Une fois arrivé, Abel entre, et dès qu'il est vu, tout le monde se rassemble autour de lui, car ils pensaient tous qu'il était mort. Il est clair qu'Abel est très populaire ici, et Rio ne veut pas gêner les retrouvailles d'Abel, donc il décide de sortir un moment. Il commence à se promener dans la ville quand, soudain, il tombe sur une elfe, et elle reconnaît sa robe comme étant une robe qui ne peut être obtenue que du roi des fées. Si Rio a reçu une robe, le roi des fées a dû vraiment l'apprécier. Elle trouve Rio intéressant et aimerait lui parler, mais elle a des affaires urgentes à régler, donc elle doit partir. Rio est sur le point de la suivre, mais à ce moment-là, Abel sort à sa recherche car il veut le présenter à tous les gens de la guilde. Abel dit à tout le monde que sans Rio, il n'aurait jamais pu rentrer chez lui. Les membres de la guilde sont tous très reconnaissants envers Rio pour son aide, donc ils lui réservent un accueil chaleureux, et Rio commence à se sentir bien ici. Après la présentation de Rio, Abel l'emmène au comptoir pour qu'il puisse s'inscrire, et pendant qu'ils sont là, il demande à la réceptionniste, Nina, s'il serait possible d'élever le rang de Rio à D avec sa recommandation. Nina est surprise d'entendre cela car Abel n'a jamais recommandé quelqu'un auparavant, mais Rio est plus que qualifié. Nina dit qu'il n'y aura pas de problème pour augmenter le rang de Rio, mais ils devront tout de même faire un test de force, donc Abel prévoit d'aller en parler au maître de guilde. Nina dit qu'ils peuvent attendre dans la salle de réunion pendant qu'elle appelle le maître de guilde, donc Rio et Abel s'assoient. Dès que le maître de guilde est informé qu'Abel est de retour, il se précipite dans la salle de réunion et est incroyablement soulagé de voir qu'Abel est toujours en vie et en bonne santé. Abel s'excuse d'avoir inquiété le maître de guilde à son sujet, mais Hugh est juste content de le revoir. Il remarque ensuite le jeune magicien debout au fond, donc Abel présente Rio comme le garçon qui lui a sauvé la vie. Quoi qu'il en soit, Abel mentionne qu'il espérait augmenter le rang d'inscription de Rio avec sa recommandation, et Hugh est d'accord avec ça, mais il devra tout de même confirmer la force de Rio avant de pouvoir autoriser toute promotion. Abel lui dit que ce ne sera pas un problème car Rio est bien plus fort qu'il n'y paraît, et comme preuve, il lui montre le sac rempli de pierres de Wyvern. Après avoir inspecté les pierres, Hugh confirme qu'elles appartiennent bien à des Wyvern, mais il commence à s'inquiéter car s'il y a autant de Wyvern dans la région, elles pourraient envahir le pays en un instant. Abel l'assure qu'il n'a pas à s'inquiéter car les Wyvern qu'ils ont rencontrés étaient au sud des montagnes maléfiques, donc elles ne viendront pas ici de sitôt. Rio est perplexe à l'évocation des montagnes maléfiques car il n'a jamais entendu parler de cet endroit auparavant, mais Abel explique que ce sont les montagnes qu'ils ont traversées pour arriver ici. Les montagnes maléfiques sont si dangereuses que même les aventuriers de haut rang ne s'en approchent pas, donc le fait que Rio et Abel aient traversé ces montagnes vivants est un exploit en soi. Abel demande si cela suffira à prouver que Rio est fort, et Hugh convient que Rio est définitivement qualifié pour la promotion. Juste à ce moment-là, les membres du groupe d'Abel arrivent car ils ont entendu la nouvelle qu'Abel était en vie et en bonne santé, donc ils ont dû venir le voir en personne. Abel s'excuse auprès de ses coéquipiers de les avoir inquiétés, et ils ont probablement beaucoup de choses à se raconter, donc Hugh dit qu'il les laissera utiliser la salle de réunion pendant qu'ils commencent les formalités pour la promotion de Rio. Hugh emmène Rio dans une autre pièce, et Nina arrive plus tard avec les documents pour l'inscription de Rio à la guilde. D'abord, ils doivent remplir son formulaire, donc Nina lui pose quelques questions sur sa classe, et Rio répond qu'il est magicien de l'eau. Il n'est jamais allé dans un donjon auparavant, donc Nina lui suggère de participer au cours d'entraînement dans les donjons qui a lieu tous les mois. Rio semble vraiment excité à l'idée de voir un donjon en personne, donc il accepte de s'inscrire au cours d'entraînement. Nina lui dit que le cours commence dans 2 jours à 9 h, et Rio est surpris, il ne s'attendait pas à ce que les gens de ce monde utilisent les mêmes unités de temps que celles qu'il connaît. Ensuite, Nina demande à Rio de poser sa main sur un cristal pour compléter son inscription, et quand il le fait, toutes ces informations sont enregistrées sur une carte de guilde. Cette carte de guilde sera désormais la pièce d'identité de Rio, et maintenant qu'il est officiellement inscrit, il sort pour retrouver Abel. Il demande à Abel ce qu'il veut faire maintenant, et il dit qu'il compte acheter à Rio de nouveaux vêtements et un bâton pour lui montrer sa reconnaissance. Rio apprécie le geste, mais il n'a jamais vraiment eu besoin d'un bâton. La plupart des mages ont besoin de bâtons pour utiliser leur magie, mais pour Rio, il est parfaitement capable de lancer des sorts sans. De plus, il utilise une épée pour le combat rapproché de toute façon, donc son bâton ne ferait que le gêner. Plus important encore,
Ryo a quelques questions qu'il aimerait poser à Abel. Ils passent quelques heures à discuter, et Ryo découvre que ce monde utilise un système de 24 heures par jour comme sur Terre, avec 7 jours par semaine et 30 jours par mois. Il utilise aussi le système métrique pour les mesures, donc Ryo suppose que quelqu'un a dû être réincarné ici avant lui et a eu un énorme impact sur le fonctionnement du monde actuel. Il se fait assez tard maintenant, donc Abel pense qu'il est temps de retourner à la guilde, et en tant qu'invité d'honneur, il dit que Ryo doit venir aussi. Ryo ne comprend pas ce qu'il veut dire au début, mais quand il retourne à la guilde, il réalise qu'une fête a été organisée pour lui et Abel. Tout le monde est de bonne humeur, donc la fête est très animée, presque un peu trop animée d'ailleurs, car le lendemain matin, Ryo est complètement épuisé. Nina s'excuse au nom de tout le monde d'avoir tant fatigué Ryo, mais il dit que ce n'est pas grave puisque c'est en partie de sa faute pour avoir autant bu. Ryo restera dans le logement de la guilde pour le moment, donc Nina l'emmène à sa chambre et lui présente ses nouveaux colocataires. Celui-ci est Nils, tandis que le blond au fond s'appelle Eto, et ils sont tous deux ravis de rencontrer Ryo. Comme tout le monde semble bien s'entendre, Nina dit à Ryo qu'elle doit retourner à la réception, donc elle part maintenant, mais avant de partir, elle lui rappelle que le cours d'introduction au donjon est demain, donc il ne devrait pas être en retard. Une fois que Nina est partie, Nils commence à parler à quel point il la trouve sexy, mais Eto lui dit d'arrêter parce qu'il n'y a aucune chance que Nina sorte avec un raté comme lui. Ensuite, Eto salue Ryo et dit qu'il aimerait garder les choses informelles ici pour qu'ils puissent devenir amis. Ryo dit qu'il aimerait être ami aussi, et Eto est content de l'entendre car il avait peur que Ryo soit un connard prétentieux comme Dan de la chambre 1. Un moment plus tard, on frappe à la porte, et c'est Nina à nouveau. Elle s'excuse de déranger, mais elle vient d'avoir un nouvel aventurier inscrit qui a besoin d'un logement, donc elle veut l'installer dans cette chambre aussi. Il dit s'appeler Amen, mais les autres sont surpris qu'il soit un aventurier car il n'a clairement pas l'âge. Amen admet qu'il n'a que 16 ans, mais ses deux parents sont morts, donc il n'avait pas beaucoup d'options pour gagner sa vie. Eto dit à Amen qu'il n'y a pas de honte à ça puisque c'est comme ça que la plupart des gens finissent par devenir aventuriers, et apparemment, Amen prévoit aussi de suivre le cours sur les donjons demain, donc Nina demande à Ryo d'y aller avec lui. Pendant que Ryo fait connaissance avec ses nouveaux colocataires, Abel raconte à ses coéquipiers tout ce qui s'est passé pendant qu'ils traversaient les montagnes maléfiques, mais la magicienne Lynn refuse simplement de croire qu'un garçon comme Ryo est capable d'une telle magie puissante. Bien sûr, les murs de glace peuvent être faits avec de la magie, mais ils sont généralement si minces qu'ils ne peuvent bloquer aucun dégât, et quelque chose comme conjurer un énorme cube de glace pour le lancer sur son ennemi est tout simplement impossible. Abel affirme qu'il a vu Ryo le faire de ses propres yeux, mais Lynn ne peut toujours pas l'accepter. Une telle puissance va à l'encontre de tous les fondamentaux de la magie qu'elle a étudiée toute sa vie, et elle devient de plus en plus furieuse à l'idée qu'un gamin soit bien plus puissant qu'elle, mais Abel est toujours confiant qu'il sait ce qu'il a vu. D'après ce qu'Abel a décrit, la seule autre personne avec des capacités similaires à laquelle ils peuvent penser serait le célèbre magicien Inferno. Le magicien Inferno est un héros légendaire capable d'anéantir des milliers de soldats impériaux avec un seul incantation et de réduire les wyverns en cendres en un instant. Cela semble absurde de comparer Ryo à quelqu'un d'aussi renommé, mais si sa puissance est vraiment au niveau du mage Inferno, alors Rya s'inquiète de ce qui pourrait arriver si Ryo se retournait contre eux et rejoignait l'Empire de Buis. Cependant, Abel est certain que cela n'arrivera jamais parce que Ryo ne trouve pas l'Empire de Buis cool, et c'est ce qui compte le plus pour lui. Quelques jours passent, et Ryo a suivi assidûment le cours d'entraînement au donjon, mais pour la leçon d'aujourd'hui, l'instructeur dit à tout le monde qu'ils vont entrer dans un vrai donjon pour la première fois. Il demande si quelqu'un a des questions à lui poser concernant les donjons, donc Ryo lève la main et demande s'il y a des mécanismes de téléportation qui permettent de voyager vers des étages déjà explorés. L'instructeur est impressionné que Ryo soit au courant de ça, mais bien que ce genre de choses existe dans le donjon du Sud, il dit à Ryo qu'il n'en trouvera pas ici. Peu après, tout le monde arrive à l'entrée du donjon, et l'instructeur explique que la ville de Long a en fait été construite autour du donjon, donc il est pratiquement en son centre. Tous les 2 ans, un phénomène appelé le mascaret se produit, ce qui signifie que la population de monstres dans le donjon augmente rapidement, et un tel événement met les gens de la ville en danger d'être attaqués, donc ces doubles murs ont été construits pour contenir les monstres. Ryo trouve intéressant que Long ait un mur extérieur et un mur intérieur aussi, mais Amen est juste inquiet car l'événement du mascaret semble vraiment effrayant. L'instructeur le rassure qu'il n'y a pas à s'inquiéter puisque le mascaret ne se produit qu'une fois tous les quelques ans, donc les chances qu'il se produise maintenant sont extrêmement faibles. Le groupe arrive bientôt au premier étage du donjon, et l'instructeur leur dit qu'il n'y a que des monstres basiques à ce niveau, donc tout le monde est libre d'explorer autant qu'il le souhaite, mais il devrait rester à proximité en cas d'urgence. Ryo et Amen partent seuls pour explorer la zone, et peu après, Ryo sent un monstre devant eux, donc il dit à Amen qu'ils le combattront ensemble. En avançant dans la grotte, ils finissent par repérer le monstre, et c'est juste une fourmi soldat ordinaire, donc Ryo dit à Amen qu'il va la clouer au sol, et quand il l'aura fait, il veut qu'Amen l'achève. Amen dit qu'il comprend le plan,
donc Rio lance de la magie de glace pour percer les membres de la fourmi, et pendant qu'elle est immobilisée, Amen court vers elle et lui tranche la tête. Rio le félicite pour sa première victoire sur un monstre, et Amen se sent vraiment bien, mais il reste encore à faire puisqu'ils doivent récolter la pierre magique du cadavre de la fourmi avant de retourner. Plus tard dans la soirée, Rio et Amen retournent au logement de la guilde, et quand les deux autres entendent qu'ils ont réussi le cours, ils organisent une fête pour eux. Eto était honnêtement impressionné car il ne s'attendait pas à ce que Rio et Amen puissent vaincre une fourmi soldat lors de leur première incursion dans le donjon, mais Amen dit qu'il n'a pas vraiment fait grand-chose. C'est Rio qui a immobilisé le monstre pour lui, mais Rio dit qu'Amen mérite au moins un peu de crédit car c'est lui qui a porté le coup final. Nils leur demande ce qu'ils prévoient de faire maintenant qu'ils sont certifiés pour les donjons, et Amen dit qu'il aimerait retourner dans le donjon et continuer à explorer, mais l'idée d'y aller seul l'effraie, donc il ne sait pas quoi faire. Rio dit qu'il serait heureux d'y aller avec Amen s'il cherche un partenaire, puisqu'il prévoyait de descendre au 3e étage du donjon de toute façon. Quelque chose à propos de cette fourmi étant au 1er étage intrigue Rio, car d'après ce que l'instructeur a dit, il ne devrait y avoir que des chauves-souris à cet étage. Juste à ce moment-là, Abel apparaît derrière Rio et lui dit que les fourmis creusent parfois des tunnels jusqu'au 1er étage, donc ce n'est pas impossible d'en voir une là-haut. Rio est un peu surpris car il ne s'attendait pas à voir Abel aujourd'hui, mais Nils et Eto, quant à eux, sont complètement ébahis car Abel est très célèbre ici. Nils est particulièrement nerveux car il dit qu'Abel a toujours été son héros, donc il se présente et demande à lui serrer la main. Abel est toujours heureux de rencontrer les nouveaux aventuriers, donc il accepte de lui serrer la main et lui rappelle amicalement de ne pas en faire trop lors des quêtes car la survie devrait être sa priorité absolue. Rio demande à Abel ce qu'il fait ici à cette heure de la nuit, donc il explique que lui et son groupe viennent juste de revenir d'une quête particulièrement longue, donc ils sont là pour faire un compte-rendu au maître de guilde sur ce qui s'est passé. En parlant de son groupe, ils entrent en le cherchant, et ils en ont marre qu'Abel se faufile toujours quand ils ont des réunions, donc Warren le jette sur son épaule et emporte Abel hors de la pièce. Rio trouve ça amusant, mais ensuite il remarque Lynn qui le fixe comme si elle avait un compte à régler, même s'il la connaît à peine. Ria dit à Lynn d'arrêter d'être effrayante et de se dépêcher puisqu'ils doivent encore aller parler au maître de guilde, et elle s'excuse ensuite auprès de Rio d'avoir interrompu leur conversation, mais Rio dit que ça ne le dérange pas vraiment. En sortant, Ria réprimande Lynn parce que c'est impoli de fixer les gens comme ça, mais Lynn n'a pas pu s'en empêcher car elle ne peut pas s'empêcher d'être curieuse à propos de Rio après avoir appris qu'il est soi-disant un mage incroyable. Pour être honnête, Ria est aussi intéressée de voir ce que Rio peut faire, mais Abel leur dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter car tôt ou tard ils auront l'occasion de voir Rio au combat. Le lendemain, Rio et Amen retournent dans le donjon, et ils conviennent d'utiliser la même stratégie que la veille, donc Rio utilise sa magie de glace pour neutraliser les monstres et Amen les achève avec son épée. Pendant qu'ils font une pause, Rio demande à Amen où il a appris à se battre car son style lui rappelle celui d'Abel. Amen explique qu'il a été enseigné par un vieil homme nommé Kiro, et Kiro a apparemment étudié l'épée dans une des célèbres écoles d'épée de la capitale royale, donc c'est probablement là que le style d'Amen est basé. Rio trouve ça sympa et efficace, mais il remarque qu'Amen se fatigue beaucoup quand il l'utilise, donc il pourrait avoir besoin de travailler un peu plus son endurance. Amen est un peu vexé car il pense qu'il n'est pas assez bon pour devenir un vrai aventurier avec sa faiblesse, mais Rio le rassure qu'il a juste besoin de continuer à s'entraîner pour s'améliorer. Même pour quelqu'un d'aussi fort qu'Abel, il s'assurait toujours de faire son entraînement quotidien, peu importe quoi, quand il voyageait avec Rio, ce qui montre à quel point une pratique régulière peut avoir un effet sur tes capacités. Tôt le lendemain, Rio se prépare à partir à nouveau, mais cette fois il ne va pas dans le donjon car il a d'autres plans. Il voulait apprendre l'alchimie, donc il se rend à la bibliothèque pour voir ce qu'il peut trouver. Une fois arrivé, il demande au bibliothécaire de l'aider à trouver la section alchimie, et il est émerveillé par l'énorme quantité de livres dans cet endroit. Le bibliothécaire finit par emmener Rio à la section alchimie pour débutants, et il passe les quelques heures suivantes à étudier autant qu'il peut, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire avec un temps limité, donc il commence à envisager d'acheter les livres directement pour pouvoir étudier à la maison. Assis sur l'un des bancs de la place de la ville, Rio réalise soudain que le ciel s'assombrit, donc il lève les yeux et est choqué de voir le soleil soudainement obscurci. Au moment suivant, tous les gens autour de lui disparaissent, et il le sent instinctivement, il ne peut pas se reposer avec des monstres à proximité, la sensation est comme s'il était en alerte maximale. Une seconde plus tard, une énorme explosion de feu est envoyée droit sur Rio, donc il utilise plusieurs boucliers de glace pour la bloquer. Il a heureusement réussi à survivre à l'incendie, mais ça a endommagé son bouclier, et il est terrifié en voyant une femme démoniaque et sexy marcher lentement vers lui. Rien qu'en la regardant, Rio peut dire que Léonore est une adversaire terrifiante, donc son premier réflexe est de fuir aussi vite qu'il peut, mais il doute de pouvoir s'échapper puisque cet espace semble être une sorte de dimension parallèle. Léonore envoie une autre explosion vers lui, et Rio parvient à la bloquer avec ses murs de glace,
mais ensuite elle utilise de la magie du vent pour envoyer une rafale pointée vers le cœur de Ryo. Ryo ne s'y attendait pas, donc il n'a pas pu réagir à temps, mais heureusement, sa robe semble avoir dissipé la rafale de vent avant qu'elle ne lui fasse des dégâts. Léonore reconnaît cette robe comme étant une robe du roi des fées, et elle se demande ce qu'un garçon humain a pu faire pour mériter la faveur du roi des fées, mais ce n'est pas comme si ça comptait beaucoup de toute façon. Puisque la magie du vent et du feu n'a pas fonctionné contre Ryo jusqu'ici, elle décide de faire les choses à l'ancienne et sort son épée pour pouvoir le trancher. Ryo sort aussi son épée pour la contrer, et ils semblent tous deux être à égalité en termes de vitesse à l'épée, mais Ryo pense qu'il peut la surpasser en endurance car l'entraînement du roi des fées était bien plus dur que ça. Léonore essaie d'utiliser sa magie pour prendre l'avantage, mais la vitesse d'incantation de Ryo est bien plus rapide que la sienne, donc il annule son sort avant même qu'elle n'ait fini. Les deux s'affrontent à nouveau, et une fois que Ryo repère une ouverture, il libère une pluie de stalactites de glace pour tenter d'immobiliser Léonore. Cependant, elle utilise le feu pour faire fondre la plupart des glaces et crée ensuite deux gros murs de pierre pour bloquer le reste. Malheureusement pour elle, les pierres n'étaient pas assez solides pour arrêter les jets d'eau pressurisés de Ryo, donc elle est prise au dépourvu et se fait un peu trancher. Ryo profite de l'occasion pour se ruer pour un coup final, mais quand il croise le fer avec elle, il remarque que ses blessures guérissent, donc elle doit avoir un facteur de régénération, et des égratignures mineures comme ça ne suffiront probablement pas à la ralentir. Léonore repousse Ryo et le plaque contre un bâtiment, mais au moment suivant, elle se retrouve entourée de dizaines de bulles d'eau, et dès qu'elles entrent en contact avec sa peau, les bulles s'évaporent instantanément, faisant bouillir la peau de Léonore directement sur son visage. Elle s'enfouit dans les rochers pour se cacher de l'eau bouillante, et une fois qu'elle a récupéré, elle est euphorique car c'est la première fois qu'un humain lui a fait ressentir une vraie douleur, et elle a plutôt aimé ça. Elle adorerait continuer à se battre avec Ryo, mais malheureusement, la zone de cloître est sur le point d'expirer, donc son temps est écoulé. Elle est déçue de ne pas avoir pu le tuer, mais vu la force de Ryo, elle est sûre qu'ils finiront par s'affronter sur le champ de bataille à nouveau, d'une manière ou d'une autre. Sur ce, le cloître est dissipé, et Léonore disparaît, donc Ryo est incroyablement soulagé. Il réalise qu'il doit vraiment s'améliorer car sans cette robe magique, il aurait un trou dans la poitrine en ce moment, mais comme il n'aura pas à affronter Léonore avant un moment, il décide d'aller acheter ses livres auxquels il pensait avant qu'elle n'apparaisse. Ryo se rend à la guilde pour vérifier son solde, et à sa grande surprise, il est chargé. Il se souvient qu'Abel lui a dit que ces pierres de Wyvern étaient vraiment précieuses, mais il n'aurait jamais pensé que vendre juste une de ces pierres lui rapporterait autant d'argent. On dirait qu'il n'aura pas à s'inquiéter de gagner de l'argent pendant un moment, donc il décide de retourner dans sa chambre pour la journée, mais il est surpris de voir que les autres ne sont pas encore rentrés. Il entend ensuite du bruit dans l'arrière-cour, donc il va vérifier et voit Nils, Eto et Amen battus au sol et entourés par 5 gars. Nils maudit Dan pour les avoir pris en embuscade comme ça, mais Dan lui dit moqueusement qu'un aventurier doit toujours être alerte, donc c'est la faute de Nils s'il s'est fait prendre. D'ailleurs, Dan n'a aucune raison de faire ça, il est juste un connard par amour du jeu, mais Ryo n'apprécie pas qu'il s'en prenne à ses amis comme ça, donc sans avertissement, il utilise sa magie de glace pour assommer 4 des gars présents, laissant Dan tout seul. Il demande à Dan s'il va s'enfuir maintenant qu'il n'a plus de soutien, mais Dan suppose que Ryo doit être nul en combat rapproché puisqu'il est mage, donc il envoie un coup de poing, et Ryo le fait rapidement vomir son déjeuner aussi. Maintenant que Dan a été réglé, Ryo va vers ses amis et offre à Eto une potion de soin pour qu'il puisse utiliser sa magie de guérison sur les autres. Même s'il s'est fait agresser, Nils se sent mal de s'être laissé battre par Dan, mais Ryo lui dit que ce n'est pas de sa faute puisqu'il devait être épuisé d'avoir fait des incursions dans le donjon avec Amen toute la journée. Quoi qu'il en soit, comme il est tout aussi épuisé qu'eux, Ryo suggère qu'ils aillent tous se détendre dans un bain chaud, et pendant qu'ils y sont, Eto utilise sa magie de guérison pour soigner la blessure de Ryo. Heureusement, il n'y a pas d'os cassé, mais il peut dire que l'attaque avait beaucoup de force derrière elle, donc ça aurait été mauvais si ça avait touché son cœur. Ryo lui dit que l'attaque visait en fait son cœur, mais il a juste réussi à esquiver assez pour la rediriger vers son épaule, bien que ça ait quand même vraiment fait mal. Les autres sont choqués d'entendre que Ryo a failli se faire battre alors qu'ils savent à quel point il est fort, donc ils lui demandent contre quoi il a pu se battre. Ryo dit que c'est une longue histoire, donc il leur racontera plus tard, mais pour l'instant, il veut juste se détendre. Le lendemain, Eto, Amen et Nils retournent dans le donjon, et après avoir éliminé un gobelin archer au 5e étage, Nils suggère qu'ils rentrent pour la journée. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, mais les gobelins archers ne sont pas censés apparaître au 5e étage, donc il a un mauvais pressentiment. De plus, ils ont déjà gagné plus qu'assez d'argent pour aujourd'hui, donc il ne veut pas prendre de risques inutiles, et c'est une bonne chose qu'ils aient décidé de faire demi-tour ici car plus bas dans la grotte, il y avait un monstre qui les aurait complètement détruits s'ils l'avaient rencontré, surtout que Ryo n'est pas là. En parlant de Ryo, il est actuellement à l'extérieur de la ville car son combat contre Léonore lui a fait réaliser à quel point il doit s'améliorer. En termes de vitesse d'incantation,
Ils étaient à égalité, mais Léonore pouvait bouger bien plus vite que lui grâce à sa magie du vent, donc il doit travailler sur sa vitesse de déplacement. Cependant, Rio ne pouvait pas utiliser la magie du vent, donc il va devoir trouver une alternative. Le meilleur sort auquel il peut penser pour servir de propulsion est son jet d'eau puisqu'il l'utilise pour une meilleure mobilité sous l'eau, mais il ne l'a jamais utilisé pour se déplacer sur Terre auparavant, donc il n'est pas sûr de comment s'y prendre. Pour commencer, il forme de la glace sur le sol, puis il génère plusieurs jets d'eau le long de son dos, mais ça bouge à peine son corps, donc son premier test se solde par un échec. Il décide d'essayer avec plus de jets d'eau la prochaine fois, mais pour l'instant, il veut retourner à la bibliothèque pour en apprendre plus sur l'alchimie et les démons. Pendant ce temps, Lynn est occupée à chercher dans tous les livres de sorts qu'elle peut trouver car elle cherche quelque chose de similaire à ce sort de cube de glace géant qu'Abel a dit avoir vu Rio utiliser, mais même les livres de sorts interdits n'en parlent pas. Si Rio a vraiment réussi ça, alors ça doit être un sort original, mais un sort comme ça nécessiterait une quantité incroyable de mana, donc elle trouve toujours difficile de croire que Rio ait pu le faire si facilement. Juste au moment où elle remet le livre, l'elfe de tout à l'heure, Syrah, entre, et elles semblent être de bonnes amies, donc elle demande ce qu'elle fait ici. Lynn explique qu'elle essayait juste de localiser un sort dans un des livres de sorts, mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Syrah dit qu'elle est désolée d'entendre ça, et elle adorerait aider Lynn à chercher, mais elle vient juste de revenir d'une mission à la capitale royale, et elle est en retard pour une réunion importante. De retour à la guilde, les garçons vont au comptoir pour donner un rapport à Nina sur leur exploration du donjon aujourd'hui. Nina est surprise de les voir revenir si tôt puisqu'ils passent généralement beaucoup plus de temps dans le donjon, mais Eto lui dit qu'il y a en fait une raison pour laquelle ils sont rentrés tôt. Il lui montre la pierre magique qu'ils ont obtenue, et après l'avoir inspectée, Nina confirme qu'elle appartient bien à un gobelin archer. Un gobelin archer apparaissant au 5e étage est pratiquement inédit, donc elle se précipite pour informer le maître de guilde, mais avant de partir, elle remercie les garçons pour les précieuses informations. Une fois que le maître de guilde entend la nouvelle, il est tout aussi choqué que Nina car les gobelins archers ne sont pas censés apparaître avant le 10e étage, donc en rencontrer un au 5e étage signifie que quelque chose ne va vraiment pas. Le maître de guilde demande à Nina combien de groupes de haut rang sont encore à Long en ce moment, et pour l'instant, les seuls disponibles sont le groupe d'Abel, Crimson Sword, et un groupe de la White Brigade, donc le maître de guilde demande à Nina de les appeler ici pour qu'il puisse leur annoncer la nouvelle en personne. Peu après, Abel et les autres arrivent à la guilde en réponse à la convocation du maître de guilde, mais Abel n'est pas exactement ravi car il a entendu que la White Brigade va être là aussi, et il déteste devoir parler à leur leader. Une fois arrivé, Abel voit le leader de la White Brigade, Phelps, déjà assis, donc il lui adresse un salut poli, et maintenant que tout le monde est là, le maître de guilde les informe qu'il les a appelés parce qu'il aimerait qu'ils enquêtent sur la récente occurrence étrange dans le donjon. Très récemment, un groupe de nouveaux aventuriers a affirmé avoir rencontré un gobelin archer au 5e étage. Abel lui demande s'il est certain qu'un gobelin archer est vraiment apparu si haut, et le maître de guilde dit qu'il a déjà reçu une preuve irréfutable, donc les informations sont correctes. C'est pourquoi il veut engager les deux groupes pour enquêter sur le donjon afin de vérifier les signes du grand mascaret. Cela fait 10 ans depuis le dernier, donc il y a de bonnes chances qu'un autre mascaret se produise bientôt, et ils doivent être préparés. Les deux groupes seront payés 100 pièces d'or à l'avance et 200 à leur retour, mais le but de cette mission est simplement d'enquêter, pas de combattre, donc s'ils trouvent des preuves du mascaret, ils doivent retourner à la surface immédiatement et l'informer. À partir de là, le maître de guilde fermera les doubles murs autour du donjon jusqu'à ce qu'ils reçoivent des renforts des chevaliers régionaux. Le maître de guilde a déjà obtenu la permission du seigneur local pour ça, mais il doit encore inspecter le donjon pour prendre des mesures, donc il leur demande s'ils sont prêts à accepter la mission. Abel et Phelps acceptent tous deux au nom de leur groupe, donc l'enquête est prévue pour demain matin. Le lendemain, Rio se réveille tôt car il prévoit d'aller à la bibliothèque nord de la ville pour en apprendre plus sur l'alchimie. Eto lui dit que la bibliothèque nord n'est accessible qu'aux personnes de rang D et plus, mais ça ne posera pas de problème à Rio. Bien qu'Amen se souvienne avoir entendu des rumeurs que les textes interdits de cette bibliothèque ne sont accessibles qu'au rang B ou plus, donc Rio ne pourra pas y avoir accès. Peu après, Rio arrive à la bibliothèque nord, et la sélection de livres ici est encore plus grande que celle de la bibliothèque sud. Cet endroit est si grand qu'il va probablement avoir besoin d'aide pour trouver les livres qu'il cherche, mais les gens le regarderaient bizarrement s'il se mettait soudain à parler de démons. Juste au moment où Rio monte un escalier, il tombe sur Syrah, et ils sont tous deux surpris de se voir ici. Pendant ce temps, près du donjon, les membres de Crimson Sword et de la White Brigade se sont tous rassemblés devant les portes pour se préparer à l'enquête, mais juste au moment où le maître de guilde s'apprête à les ouvrir, Abel l'arrête car il a un mauvais pressentiment. Il demande à Lynn d'utiliser la magie du vent pour scanner la première couche du donjon avant d'entrer, et quand elle le fait, elle trouve plus d'une centaine de monstres postés juste à l'entrée, ce qui signifie que le mascaret a déjà commencé.
le maître de guilde déclare l'état d'urgence et émet une demande pour que tous les aventuriers disponibles se rendent au donjon et se préparent au combat car ils vont avoir besoin de toute l'aide possible. Pendant ce temps, de retour à la bibliothèque, Syrah se présente à Rio, et elle est ravie d'avoir pu le revoir. Elle demande à Rio ce qui l'amène à la bibliothèque aujourd'hui, et il est sur le point de dire qu'il veut faire des recherches sur les démons, mais il réalise que ça semblerait bizarre, donc à la place, il dit qu'il veut apprendre l'alchimie. Syrah est intriguée puisque l'alchimie est un sujet difficile, donc Rio lui dit que son objectif est de construire un golem un jour, bien qu'il ne soit pas pressé. Construire un golem est un véritable exploit, et malheureusement, autant que Syrah sache, il n'y a pas de livre sur la fabrication de golems ici, mais elle sait où Rio peut trouver des livres pour commencer son apprentissage de l'alchimie. Elle propose même de lui faire visiter puisqu'elle connaît bien cette bibliothèque. En chemin, Syrah demande à Rio s'il aime lire des livres, et il dit qu'il les adore, mais il n'a pas été près de livres depuis longtemps, donc il n'a pas eu beaucoup d'occasion de lire. Syrah rit un peu parce que la façon dont Rio a dit ça donne l'impression que ça fait des décennies qu'il n'a pas vu un livre, ce qui est un peu vrai, mais il ne veut pas tout expliquer, donc il change de sujet et commence à parler de ce qu'il trouve cool que Syrah soit une elfe. Syrah admet que c'est rare de trouver une elfe vivant dans des établissements humains, donc elle peut être considérée comme un peu étrange, mais si rien d'autre, rester dans la ville l'a amenée à rencontrer Rio, donc elle ne changerait rien. Pendant que Rio et Syrah continuent leur promenade tranquille dans la bibliothèque, toutes les portes du donjon sont verrouillées, et tous les aventuriers disponibles ont été postés sur les murs en anticipation de la menace imminente. Peu de temps après, les portes principales du donjon s'ouvrent violemment, et des centaines de gobelins en sortent, donc les aventuriers commencent leur attaque et tirent des centaines de flèches pendant que les mages lancent autant de boules de feu que possible. Ce sera une bataille d'usure, donc dès que quelqu'un est blessé, il est retiré de la formation pour être soigné et pouvoir continuer à se battre, mais avec autant de gobelins ici, le maître de guilde commence à s'inquiéter qu'il ne puisse pas les repousser. Phelps dit à tous les membres de son groupe de s'assurer de conserver leur énergie, et Abel rappelle à Lynn de ne pas utiliser trop de magie car ils ne peuvent pas risquer qu'elle manque de mana trop tôt. Malheureusement, il manque de flèches, donc Abel ne sait pas combien de temps ils pourront tenir. Quelques instants plus tard, Nils et quelques autres aventuriers de rang F arrivent, et ils ont apporté toutes les flèches qu'ils ont pu trouver, donc ils devraient pouvoir repousser les gobelins maintenant, mais à part ça, Nils a un message pour Abel de la part du maître de guilde. Donc il lui dit qu'une fois les petits gobelins éliminés, Crimson Sword et la White Brigade devront affronter le boss une fois qu'il apparaîtra. Quelques heures plus tard, presque tous les gobelins ordinaires ont été éliminés, et le boss devrait apparaître bientôt, donc le maître de guilde donne le signal à Crimson Sword et à la White Brigade d'avancer et d'attaquer. Ils sautent tous du mur, et Lynn utilise sa magie pour s'assurer qu'ils atterrissent en sécurité, mais il reste encore quelques gobelins en bas, donc Abel et Phelps se précipitent pour les achever. Ils tournent ensuite leur attention vers le grand général gobelin qui vient d'émerger du donjon, mais à leur surprise, ce n'est pas un seul, ce sont 3 généraux gobelins séparés. C'est une mauvaise nouvelle car avoir 3 généraux signifie qu'il doit y avoir un roi gobelin à proximité, donc ils doivent en finir rapidement. Abel dit à tout le monde que lui et Phelps s'occuperont chacun d'un général pendant que Ria et Shena pourront s'occuper du dernier, et maintenant que tout le monde a compris le plan, ils passent tous à l'action. Abel esquive un des gobelins, frappe, et parvient à lui couper le bras, donc ça ne devrait pas être trop difficile d'abattre les généraux gobelins, mais juste à ce moment-là, il remarque quelque chose d'étrange dans le donjon, donc il crie à tout le monde de se baisser immédiatement. Au moment suivant, une lame de vent est envoyée droit sur eux, coupant tous les généraux gobelins en deux, mais heureusement, tout le monde a réussi à s'accroupir à temps pour éviter d'être tranché. Celui responsable de la lame d'air était le roi gobelin, et il ne sera clairement pas aussi facile à vaincre que les autres, donc Abel et Phelps se ruent pour essayer de le prendre par surprise. Cependant, quand Phelps essaie de le transpercer avec sa lance, elle rebondit sur l'armure du roi gobelin. Phelps est obligé de reculer car il ne peut pas lui infliger de dégâts, mais Abel ne ralentit pas du tout. Il charge droit sur le roi gobelin et utilise sa technique d'ombre parfaite pour esquiver son attaque avant de lui transpercer la poitrine. Ce n'était pas suffisant pour tuer le roi gobelin, mais Abel ne s'attendait pas à en finir seul. Il appelle ensuite Lynn, qui chargeait un sort de balle de vent pendant tout ce temps, et une fois qu'il s'est écarté, elle libère le sort, mettant officiellement fin à la crise. Tout le monde retourne à la guilde pour célébrer leur victoire, et lorsque Rio revient, il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si heureux. Mais tandis que les autres membres de la guilde font la fête, le maître de guilde est submergé de paperasse, car il doit encore envoyer les rapports sur le sanglier titré et traiter tous les paiements pour les aventuriers qui ont aidé à le combattre. Et pour couronner le tout, des chercheurs de la capitale royale vont tôt ou tard se présenter pour demander des données sur le sanglier titré, il va donc devoir s'occuper d'eux aussi. Pendant ce temps, à la fête, Abel vient de finir d'expliquer tout ce qui s'est passé avec le sanglier titré pendant qu'il était à la bibliothèque, lorsque les amis d'Abel arrivent. Lynn avait l'intention de demander à Rio en personne depuis un certain temps déjà,
alors elle lui dit qu'elle veut savoir s'il peut vraiment créer des murs de glace épais à distance. Ryo le confirmait, pour être exact, il dit qu'il peut lancer des sorts jusqu'à une distance d'environ 40 mètres, mais qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour maîtriser cette technique, donc ce n'est pas aussi facile qu'il le laisse paraître. Même dans ce cas, Lin n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable d'utiliser la magie à une telle distance, alors elle demande à Ryo s'il s'agit d'un sort original, et si oui, elle veut savoir quelle incantation il utilise pour le lancer. Ryo répond qu'il sera ravi de lui montrer plus tard, mais qu'en ce qui concerne l'incantation, il l'invente un peu au fur et à mesure, alors elle peut utiliser celle qu'elle veut. À ce moment-là, Nils fait remarquer que la plupart des aliments ont déjà été consommés, et que si Ryo ne se dépêche pas, il n'aura rien à manger. Il s'excuse pour aller chercher de la nourriture, mais Lin est toujours perplexe quant à ce qu'il voulait dire en affirmant qu'il se laissait simplement porter par le courant pour les incantations. Abel lui explique alors que Ryo n'utilise des incantations que parce qu'il trouve ça cool, mais qu'il est parfaitement capable de lancer des sorts sans dire un mot, ce qui lui semble encore plus absurde que les murs de glace. Tôt le lendemain matin, Nils, Eto et Amen se réunissent à la guilde pour chercher du travail, mais ils sont déçus de voir que le tableau d'affichage est complètement vide. À ce moment-là, Ryo passe par là et leur demande ce qu'ils font tous les trois, car d'habitude, à cette heure-ci, ils sont déjà au travail. Malheureusement, après l'incident d'hier, le donjon a été fermé pour inspection, ils ne pourront donc pas y aller avant un certain temps. Ils espéraient trouver un travail de collecte de ressources pour subvenir à leurs besoins pendant ce temps, mais avec tous les objets qui ont été perdus lors de la marée, la demande en matière de collecte de ressources n'est pas très forte. Mis à part leurs problèmes, ils demandent à Ryo ce qu'il fait, et il leur répond qu'il est en fait à la recherche de minerais de cuivre magique, car il en a besoin pour commencer à pratiquer l'alchimie. Eto se souvient avoir entendu dire que le minerai de cuivre magique était très cher, et Ryo lui répond qu'il a raison, car le dernier magasin où il s'est rendu lui a dit qu'il coûterait 50 pièces d'or pour un seul morceau de cuivre. L'argent n'a pas vraiment d'importance pour Ryo, car il est riche, mais il veut aider ses amis, alors il leur demande s'ils seraient intéressés par la collecte de minerais de cuivre magique pour lui. Il dit qu'il est prêt à leur payer 4 pièces d'or chacun, qu'ils trouvent ou non du minerai de cuivre, et s'ils en trouvent, il leur en achètera pour 25 pièces d'or. Tous les trois sont stupéfaits, car c'est plus d'argent qu'ils n'en ont jamais gagné de leur vie, mais Eto demande à Ryo s'il est vraiment d'accord pour leur payer autant. Ryo répond qu'au final, s'il trouve le cuivre, il n'aura à leur verser que 37 pièces d'or, ce qui est bien moins cher que les 50 pièces qu'il devrait payer pour se procurer du cuivre en ville, donc c'est également une bonne affaire pour lui. Comme il confirme que Ryo est sérieux au sujet de l'accord, les trois se précipitent pour commencer leur recherche, mais une fois qu'ils sont partis, Ryo entend du bruit dehors, alors il va voir ce qui se passe. En bas, il voit Dan se disputer avec un groupe de chevaliers qui essaie pratiquement d'enlever une fille en plein jour. La jeune fille ne veut clairement pas les suivre, alors quand ils essaient de l'entraîner de force, Dan s'interpose et pousse le chevalier pour qu'il relâche son emprise sur la jeune fille. Elle est maintenant libre, mais ils ont des problèmes plus importants à régler, car les chevaliers sont toujours 4 fois plus nombreux que Dan et ils ont des épées, il n'a donc aucune chance de gagner ce combat. Le chef des chevaliers se prépare à donner une leçon à Dan pour avoir osé s'opposer à un chevalier, mais pour une raison quelconque, dès qu'il fait un pas, il trébuche et tombe par terre. Tout le monde est très perplexe, car il n'y a clairement rien près des pieds du chevalier, mais celui-ci ne veut pas accepter l'embarras d'admettre qu'il a trébuché sur ses propres pieds, alors il accuse Dan de lui avoir fait quelque chose. Cependant, alors qu'il essaie de se relever, il trébuche à nouveau. Peu après, Phelps arrive et est consterné par les agissements de ses soi-disant chevaliers. Au début, les chevaliers tentent de le menacer, car ils ont techniquement plus de pouvoir dans la ville que les aventuriers, mais leur tactique d'intimidation ne fonctionne pas sur Phelps, car même s'il est aventurier, il est aussi un noble. Son nom complet est Phelps Enlin, et dès que les chevaliers apprennent que Phelps est issu de la famille Enlin, ils réalisent qu'ils ont commis une erreur. Le père de Phelps, Alexis Enlin, était l'ancien capitaine des chevaliers royaux, ce qui signifie que la famille Enlin a beaucoup d'autorité sur les chevaliers, et que Phelps pourrait probablement les faire renvoyer sur un coup de tête s'il le souhaitait. Et s'il avait été présent pendant qu'il tentait d'enlever la jeune fille, il n'aurait probablement pas hésité à les éliminer. Mais pour l'instant, tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'apprêtait à s'en prendre à Dan, alors il leur crie dessus, les traitant de honte pour la chevalerie, et leur dit de dégager avant qu'ils ne changent d'avis et ne les laissent partir. Une fois les chevaliers partis, Phelps lève les yeux vers Ryo, car il a remarqué ce qu'il a fait tout à l'heure. Il avait déjà entendu Abel dire que la magie de Ryo était extraordinaire, mais la voir de ses propres yeux était tout de même incroyable, car il n'avait jamais vu personne utiliser la magie à une telle distance ou avec une telle précision. Bien sûr, il n'a pas l'intention de dire à qui que ce soit que c'est Ryo qui a fait glisser ses chevaliers royaux, car cela causerait des ennuis à Ryo, mais il apprécie vraiment que Ryo soit intervenu pour aider, car il se sent personnellement responsable d'avoir laissé des gens aussi pourris devenir chevaliers royaux. Plus tard dans la soirée,
Rio déjeune à la taverne quand Abel arrive par hasard. Il est rare qu'il sorte sans le reste de son groupe, alors Rio suppose immédiatement qu'Abel doit se rendre dans le quartier rouge après cela. Abel panique et dit à Rio d'arrêter de parler avant que les gens ne l'entendent. Grâce à ses talents de déduction, Rio en déduit qu'Abel ne veut pas que les gens pensent qu'il est le genre de personne à fréquenter le quartier chaud, et qu'il doit donc avoir des vues sur quelqu'un. Au début, il pense qu'il s'agit peut-être de Lynn, mais Abel lui dit qu'il se trompe, car Lynn est déjà amoureuse de Warren. Dans ce cas, Rio en conclut qu'Abel doit avoir le béguin pour Ria et panique encore plus en essayant de le nier, mais cela ne fait que confirmer les soupçons de Rio. Mis à part le béguin d'Abel, Rio lui demande ce qu'il fait vraiment dehors tout seul ce soir. Techniquement, il se rend dans le quartier chaud, mais pas pour les raisons habituelles, et comme Rio est là, il aurait vraiment besoin de son aide. L'un des enquêteurs du donjon envoyé à Lon est un vieil ami d'Abel, et il a été assigné à des chevaliers royaux pour assurer sa protection pendant son séjour en ville. Malheureusement, ces gardes sont les mêmes que Rio a repérés plus tôt, et de nombreux rapports font état de crimes odieux qu'ils auraient commis en profitant de leur position de chevalier. Abel a entendu dire qu'ils se trouvaient dans le quartier des plaisirs ce soir, et qu'ils allaient forcément causer des problèmes à un moment ou à un autre, alors il veut les arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Alors qu'il marche, Rio remarque deux aventuriers en train de discuter, mais il a déjà rencontré tous les aventuriers de la ville et il ne reconnaît pas ces deux-là. Abel lui explique qu'il n'est pas rare que des aventuriers se rendent à Lon pour explorer le donjon, mais celui-ci est fermé pour le moment, ce qui rend leur présence suspecte, d'autant plus qu'ils sont vêtus de noir et s'éloignent dès qu'ils se rendent compte que Rio et Abel les observent. Peu après, Rio et Abel s'engagent délibérément dans une ruelle sombrée, quelques instants plus tard, ils sont pris en embuscade par ces aventuriers louches. Mais Rio avait prévu le coup et les assomme tous en leur jetant de la glace sur la tête. Pour être honnête, cela a été beaucoup plus facile qu'ils ne le pensaient, mais ils ne savent toujours pas ce que ces types mijotaient, ils vont donc devoir les remettre aux gardes pour qu'ils les interrogent. Pendant ce temps, ailleurs dans le quartier des plaisirs, Phelps marche seul lorsque ses chevaliers s'approchent furtivement derrière lui. Leur chef est toujours embarrassé que Phelps se soit mis en travers de son chemin plus tôt, alors lui et les autres prévoient de le tuer cette nuit, mais au moment où ils s'apprêtent à dégainer leurs épées, ils réalisent tous qu'ils ne peuvent plus bouger pour une raison inconnue. Tout cela était un piège orchestré par Phelps, car il est désormais conscient de la sinistreté de ce groupe de chevaliers, et il serait un noble raté s'il les laissait continuer ainsi. Il a donc demandé à Shena de les frapper avec des aiguilles paralysantes, et une fois qu'ils sont immobilisés, il fait appel à sa magie du feu pour réduire leur corps en cendres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Le lendemain matin, l'équipe de recherche venue de la capitale arrive en ville, comme l'avait prédit le maître de la guilde, elle cause immédiatement des problèmes à tout le monde en réclamant toute la provision alimentaire du jour pour ses recherches. En plus de cela, Clive exige également que Hugh rouvre le donjon et lui fournisse des aventuriers pour assurer leur protection pendant leur enquête. Hugh répond à Clive qu'il est déraisonnable, car ils ne savent pas dans quel état se trouve le donjon actuellement et que cela pourrait être très dangereux, mais Clive lui rappelle qu'il a reçu les pleins pouvoirs pour mener l'enquête et que Hugh doit donc faire tout ce qu'il lui dit. Le conseiller, Arthur, s'excuse auprès de Hugh pour le comportement de Clive et promet de remplacer les provisions qui ont été prises à la ville, ce que Hugh apprécie grandement, mais Clive refuse toujours de renoncer à rouvrir le donjon pour y entrer. Hugh finit par céder et dit qu'il est prêt à ouvrir le donjon pour Clive, mais il précise que si quelque chose tourne mal, ni Hugh ni la ville de Lon ne seront tenus responsables, tout retombera sur les épaules de Clive. Clive commence à avoir des doutes maintenant qu'il réalise qu'il devra faire face aux conséquences si quelque chose tourne mal, mais il ne peut plus faire marche arrière après avoir tant insisté. Il finit par accepter les conditions de Hugh, mais il reste encore à trouver des aventuriers pour accompagner l'équipe de recherche. Peu après, Rio se rend à la cafétéria lorsqu'une jeune fille sort en courant et lui demande s'il peut lui indiquer le chemin vers la guilde des aventuriers. Rio était en route pour aller déjeuner, mais comme elle a besoin d'aide, il l'accompagne à la guilde. La jeune fille s'appelle Nathalie Schwarzkopf et elle est venue remettre une lettre demandant l'aide du groupe d'Abel pour défendre l'équipe d'enquête dans le donjon. Rio est surpris d'apprendre qu'une équipe d'enquête a été envoyée là-bas alors que le donjon est fermé, mais Abel est convaincu que quelqu'un a dû tirer les ficelles pour forcer Hugh à le rouvrir. La raison pour laquelle le donjon a été fermé au départ est qu'il y a plusieurs décennies, après un mascaret, un groupe de rang a été envoyé pour enquêter, mais aucun de ses membres n'est jamais revenu. Même leur chef, qui était pratiquement un surhomme de rang S, n'a jamais été revu. Et si ce qui se trouvait là-bas était suffisamment puissant pour éliminer un super-héros de rang S, la guilde ne voulait prendre aucun risque. Dès lors, la politique consistait à fermer le donjon chaque fois qu'un mascaret se produisait. Rio est intrigué par cette histoire, mais il a aussi très faim, il doit donc partir. Une fois Rio parti, Lynn demande à Nathalie si elle fait vraiment partie de la famille Schwarzkopf, réputée pour sa magie aquatique légendaire. Nathalie le confirme, alors Lynn lui demande si elle a déjà entendu parler d'une magie qui permet à un mage de créer un mur de glace à distance. Nathalie répond qu'elle n'est pas sûre que cela soit possible, alors Abel lui dit que,
Même si c'est difficile à croire, Rio est en fait capable de créer un mur de glace à 40 mètres de distance. Sur ce, Abel tient à avertir tout le monde ici présent qu'il ne faut en aucun cas se battre contre Rio, et que s'ils se retrouvent face à lui, ils doivent simplement abandonner et se rendre, car ils n'ont aucune chance de le battre, même s'ils se battent tous ensemble. Il dit également à Nathalie que si elle a besoin d'aide et qu'elle ne trouve personne pour l'aider, elle doit aller demander de l'aide à Rio. 3 jours passent, et les amis de Rio reviennent enfin de leur mission. Ils ont réussi à rassembler 2 minerais de cuivre magique, alors Rio leur verse 90 pièces d'or au total, et ils lui sont très reconnaissants car avec autant d'argent, ils n'auront pas besoin de travailler pendant un certain temps. Pendant ce temps, dans le donjon, l'équipe d'enquêteurs a déjà atteint le 7e étage, mais étrangement, ils n'ont encore vu aucun monstre, alors ils continuent à s'enfoncer plus profondément. Finalement, ils tombent par hasard sur un carré noir sur le côté du mur, et aucun d'entre eux n'a la moindre idée de ce que c'est, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, mais Clive est ravi, car il s'agit d'une anomalie de premier ordre à analyser. Il ordonne immédiatement à tout le monde d'installer l'équipement de mesure afin de pouvoir envoyer les données à la surface. Une fois cela fait, l'équipe d'analyse, dont fait partie Nathalie, commencera à examiner les données pour identifier l'anomalie. Cependant, dès que l'équipe de recherche de Clive insère le monodensimètre dans la porte, tout le monde est instantanément téléporté et l'équipe de surface perd le contact avec eux. Au moment où ils réalisent ce qui se passe, ils se retrouvent au milieu d'une plaine herbeuse, et heureusement, aucun d'entre eux ne semble être blessé. Cependant, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et ils ne voient Clive ou son équipe de recherche nulle part. Ailleurs dans les champs, Clive a demandé à son équipe de commencer à recueillir des données sur leur environnement dès que possible, car si son hypothèse est correcte, alors la porte doit les avoir tous téléportés vers un nouvel endroit. Cela signifie qu'il existe un risque très réel d'être attaqué, donc tout le monde doit rester sur ses gardes. Mais Clive est en fait content que cela soit arrivé, puisque cela lui donnera un plus grand aperçu de la théorie selon laquelle les monstres de la Mascarée proviennent du 38e étage. Et en tant que celui qui a découvert la porte de téléportation, il est sûr d'obtenir une promotion à la tête du département une fois de retour à la surface, mais seulement s'il s'en sortent vivant, car les créatures ici-bas ne semblent pas vouloir être amicales. De retour à la surface, Nathalie et les autres membres de l'équipe de recherche essaient encore de comprendre ce qui est arrivé aux aventuriers lorsque le localisateur se rallume soudainement. Il ne transmet un signal que pendant un moment, ce n'est donc pas suffisant pour communiquer, mais d'après les informations qu'ils ont obtenues, il semble que l'équipe d'expédition ait atterri d'une manière ou d'une autre au 40e étage du donjon. Mais cela n'a aucun sens, puisqu'ils étaient au 10e étage il y a un instant. C'est alors qu'un homme nommé Christopher entre dans la tente et se présente comme l'un des chercheurs du collège de magie venus participer à cette enquête. Il comprend que lui et l'équipe de recherche de Nathalie sont techniquement rivaux, mais il dit qu'il a besoin de savoir si quelque chose de étrange est arrivé dans le donjon, donc il apprécierait qu'ils puissent lui dire ce qu'ils en savent. Nathalie et le reste de l'équipe de recherche hésitent un peu à révéler des informations aussi sensibles, alors Christopher explique qu'il y a peu, il entrait dans le donjon avec les aventuriers désignés pour la 2e expédition de recherche, mais alors qu'il était sur le point de franchir le seuil du donjon, tout le monde devant lui a disparu, ce qui est la raison pour laquelle il est désespéré de découvrir ce qui leur est arrivé. Entendre le témoignage de Christopher confirme que les aventuriers dans le donjon ont vraiment été téléportés, et cela explique comment ils ont atterri au 40e étage, mais cela n'améliore en rien la situation. À l'heure actuelle, l'endroit le plus loin qu'un aventurier ait exploré dans le donjon est le 38e étage, et il est dit qu'à partir de cet étage, il serait difficile même pour un groupe de rang A de survivre, sans parler de tous les groupes de rang C et D qui se sont joints. Heureusement, le groupe d'Abel était parmi les personnes envoyées en première expédition, donc lui et les autres devraient pouvoir protéger tout le monde pendant un certain temps, mais les choses vont très vite empirer s'ils ne trouvent pas un moyen de les secourir. Quand Nathalie entend qu'Abel et tout son groupe sont coincés dans le donjon, elle se souvient de ce qu'il lui a dit avant d'entrer, alors elle se précipite à la bibliothèque pour trouver Rio et lui demander de l'aide. Pendant ce temps, de retour à la guilde, Nena entre dans le bureau de Hugh et l'informe que quelque chose s'est mal passé avec l'enquête. L'équipe qui a été envoyée a disparu au hasard après être entrée, et tout contact a été perdu, donc le doyen Christopher demande la présence de Hugh afin qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Hugh se lève immédiatement de son bureau et dit à Nena qu'il s'y rend tout de suite, mais pendant son absence, il veut qu'elle garde les détails de la situation secrète jusqu'à son retour, parce que si les aventuriers restants l'apprennent, cela pourrait provoquer une panique générale. Au même moment, Rio traverse la bibliothèque comme d'habitude, mais il ne fait pas beaucoup de progrès dans ses recherches puisqu'il n'a aucune idée de où trouver les livres dont il a besoin. Il aimerait vraiment que Sarah soit là, puisqu'il est sûr qu'elle saurait où trouver les livres dont il a besoin, et il a de la chance, car elle se trouve se tenir dans l'allée d'à côté. Rio est ravi de la voir, alors il s'approche et explique qu'il a essayé de chercher des archives sur les éclipses et les mascarets, mais il ne sait pas du tout où chercher. Sarah dit qu'elle serait heureuse d'aider, puisqu'elle sait exactement où se trouvent ces archives. Personnellement,
Elle pense qu'il y a un lien entre les éclipses et les mascarets, parce qu'avant que le mascaret ne se produise, il y a eu une éclipse 2 jours auparavant, et historiquement, le même schéma s'est répété encore et encore. Cela dit, il a fallu une tonne de recherche pour qu'elle fasse ce lien, donc elle veut savoir pourquoi Ryo s'intéresse soudainement autant au sujet. Cependant, Ryo ne peut pas exactement lui dire qu'il a combattu un démon au milieu de la ville pendant la dernière éclipse, alors il change de sujet et demande à Sarah si elle sait pourquoi les pierres magiques changent de couleur. Elle sait que Ryo cache quelque chose, mais elle décide de laisser tomber pour l'instant et explique que la couleur d'une pierre magique change selon la durée de vie du monstre. Ryo le savait déjà, et c'est en partie la raison pour laquelle il s'intéresse autant au mascaret, parce que d'après les rapports, toutes les pierres magiques obtenues des monstres du mascaret étaient transparentes. Actuellement, les gens supposent que les monstres remontent des niveaux inférieurs pendant un mascaret, mais les pierres magiques transparentes indiquent que tous ces monstres venaient tout juste d'apparaître. Ryo se souvient que les archives de tous les autres mascarets ont rapporté le même phénomène de pierres magiques transparentes, et il est surpris parce qu'il ne pensait pas que des archives aussi détaillées seraient disponibles ici. Sarah lui dit que les archives sont en fait en assez mauvais état et qu'elles sont toutes sur parchemin, donc même les bibliothécaires ne les connaissent pas, mais elle sait exactement où elles sont, donc elle peut lui montrer s'il veut. Pendant ce temps, du côté de l'équipe d'enquête, ils n'ont toujours pas été capables de déterminer où ils sont, et considérant le fait qu'ils ont été téléportés ici, ils ne sont même pas sûrs d'être encore dans le donjon à ce stade. Arthur demande aux chercheurs s'ils ont réussi à remettre en marche leurs outils, et on lui dit que l'émetteur est de nouveau en ligne, donc l'équipe de surface devrait pouvoir les localiser maintenant. Les autres pensent que cela signifie que quelqu'un viendra les secourir, mais Arthur n'en est pas si sûr. Abel lui demande s'il y a quelque chose qui l'inquiète, alors Arthur explique que l'air ici semble juste étrange. S'il devait le décrire, c'est similaire à la sensation que l'on ressent lorsqu'on est à l'intérieur du sort Sanctuary Square, et ce sort est la défense ultime, donc il peut dévier toutes les attaques magiques et physiques. Si cette zone est similaire à cela, alors cela signifie qu'ils ont été piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière pour les couper du monde extérieur. Abel commence à comprendre la gravité de la situation, alors il demande à Lynn d'utiliser son sort de sonde pour rechercher dans la zone quoi que ce soit de notable. Lynn le fait, et sa magie les détecte un large groupe des personnes à environ 500 mètres de distance. Pour être exact, c'est environ une centaine d'humains, mais il y a une douzaine de formes de vie là-bas qu'elle ne reconnaît pas. C'est certainement étrange, mais pour l'instant c'est leur seule piste, alors ils se dirigent dans la direction du groupe. Pendant ce temps, de retour à la surface, Hugh vient d'être informé que l'équipe d'enquête a été téléportée au 40e étage et Hugh ne peut pas croire à quelle malchance c'est, parce que même s'il devait rassembler chaque aventurier de la ville pour une mission de sauvetage, il ne pourrait jamais descendre aussi loin. En plus de cela, ils ne sont toujours pas sûrs de ce qui a causé la téléportation en premier lieu, donc Christopher dit qu'il serait trop risqué d'envoyer qui que ce soit là-bas dans l'état actuel des choses. Ils vont juste devoir attendre et prier pour que l'équipe d'enquête soit en sécurité, mais quand on jette un œil à l'équipe, ils sont tous sauf en sécurité. Le feu de l'enfer s'abat sur l'équipe de recherche de Clive, et bien que certains mages aient pu lever des boucliers à temps pour se défendre, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Clive a du mal à comprendre comment les choses ont tourné ainsi, mais il est certain d'une chose, ces créatures qui les attaquent correspondent à la description des démons que Clive a lus une fois, et s'ils sont vraiment aussi terrifiants que le mentionnent les archives, alors ils sont foutus. Un groupe d'aventuriers charge en avant pour essayer de prendre les démons par surprise, mais ils sont tous taillés en pièces en quelques secondes, et ceux qui parviennent à survivre finissent par être réduits en cendres. Le groupe d'Abel arrive bientôt sur les lieux, et ils sont horrifiés par ce qu'ils sont en train de voir, parce que c'est un massacre sanglant. Rhea jette un regard au monstre et réalise que ce sont des démons, alors elle avertit tout le monde que, selon les archives, les démons sont les ennemis des dieux et des anges, et ils sont bien plus forts que n'importe quel humain ordinaire, donc en vaincre un n'est pas une mince affaire. Ils ont tous des questions sur pourquoi des démons seraient dans un endroit comme celui-ci, mais Arthur dit qu'ils peuvent y penser plus tard, parce que pour l'instant ils doivent sauver l'équipe de Clive. Il ordonne à tous les mages de se préparer pour une attaque en tenaille, donc alors que Clive et ses hommes sont sur le point d'être submergés, une barrage de javelots magiques transperce les 3 démons qui les attaquent. Les mages spamment toutes les attaques à distance qu'ils connaissent sur les démons, et le nombre incroyable de sorts semble percer leur défense, mais il reste encore beaucoup de démons, donc Arthur ordonne à tout le monde de se préparer à lancer un autre barrage. Les démons essaient de contre-attaquer avec leurs boules de feu, mais les mages avaient déjà un bouclier de préparé, donc ils sont capables de lancer leur attaque sans interruption. Vu la tournure des événements, Arthur pense qu'il serait possible de gagner s'ils pouvaient maintenir ce rythme, mais les mages ont une mana limitée à utiliser, donc ils vont probablement manquer de mana avant que tous les démons ne soient vaincus. Quand cela arrivera, Abel et les autres vont devoir prendre le relais, donc il dégaine son épée, et alors qu'il regarde le champ de bataille, il repère un démon qui semble particulièrement menaçant. Il dit à son équipe de charger en file indienne derrière Warren, et alors qu'il traverse le champ, il les protège de toutes les flammes. Une fois qu'ils sont assez proches,
Abel commence à abattre les démons, et Lyn et Rhia commencent à lancer des sorts pour les transpercer. Ils réussissent à éliminer la plupart des démons comme ça, mais Lyn finit par s'effondrer d'épuisement de mana, et Rhia n'a pas beaucoup de mana non plus, donc Abel est seul maintenant. Il reste 6 démons, mais Rhia l'avertit que le boss là-bas est très probablement un prince démon. Un prince démon est la forme immature d'un seigneur démon, et il n'y a aucune archive de quelqu'un à part un héros ayant réussi à en vaincre un. Ce n'est pas très encourageant, mais Abel décide quand même d'y aller parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Ces gars sont définitivement effrayants, mais la terreur qu'il ressent actuellement n'est pas aussi mauvaise que la fois où il a affronté le griffon, donc il peut au moins essayer. Il réussit à abattre 2 des démons d'un coup, mais cela attire l'attention du prince démon, donc il tire un souffle d'énergie sur Rhia et Lyn, forçant Warren à sauter pour les sauver et les envoyant tous les 3 valser. Maintenant, il ne reste plus qu'Abel et le prince démon sur le champ de bataille, et pendant un moment, Abel essaie de se convaincre qu'il peut gagner en 1 contre le prince démon, mais cet espoir est immédiatement anéanti lorsque le prince démon fait un pas éclair devant lui et envoie son épée valser. Abel reste calme et garde son épée levée, mais intérieurement il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il gagne ce combat avec un tel écart de force et de vitesse. C'est alors que Clive frappe le prince démon avec un sort puissant de l'autre côté du champ, mais cela ne fait presque rien contre lui, et maintenant le reste des démons cible le groupe de Clive. Son bouclier est détruit, et son groupe est laissé pour être consumé par les flammes. La situation ne va qu'empirer from ici, donc Abel décide de tout donner et utilise sa compétence Zero Turn alors que le prince démon charge sur lui. Cette compétence lui permet de dévier l'épée du prince démon et ensuite de faire un virage à 0 point pour viser son coup, mais d'une manière ou d'une autre le prince démon a pu le voir venir, donc il esquive son coup et le frappe au loin. Abel peut à peine tenir debout maintenant, donc le prince démon s'approche et est sur le point de le décapiter, mais à la dernière seconde, Abel entend une distincte goutte d'eau, et à ce moment, Rio fait irruption troue le plafond. Rio est content d'avoir réussi à trouver Abel à temps, et Abel est convaincu qu'il doit halluciner, parce qu'il ne se serait jamais attendu à voir Rio à un moment comme celui-ci. Rio lui dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour lui et les autres, donc il devrait rentrer dès que possible, et il s'occupera des monstres ici en attendant. Abel essaie d'avertir Rio que le monstre est un prince démon, mais Rio pense qu'il plaisante parce qu'il a déjà combattu un démon et ce gars n'a pas l'air d'être proche de son niveau. Mais encore une fois, puisque c'est essentiellement un bébé seigneur démon, il est logique qu'il soit encore si faible. Il commence à marcher vers le prince démon, et les démons restants essaient de lui tirer dessus avec du feu, mais Rio contre casuellement avec ses lances de glace, et avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, il les a déjà tous décapités. Le prince démon regarde en arrière et voit les têtes de ses hommes tomber au sol, donc il est immédiatement clair pour lui que Rio ne sera pas aussi facile à vaincre que les autres. Le prince démon prépare son épée pour le combat, et Rio veut s'amuser un peu ici, donc il sort son épée aussi pour voir ce que le prince démon peut faire. Avant cela, Nathalie a couru partout en ville à la recherche de Rio, et quand elle l'a finalement trouvé, elle lui a informé frénétiquement qu'Abel et son groupe étaient coincés dans le donjon. Dès que Rio a entendu ces mots, il a immédiatement créé un chariot de glace autour de Nathalie et l'a transporté jusqu'à l'entrée du donjon car il n'y avait pas de temps à perdre. Au moment où ils sont arrivés, Nathalie avait mis Rio au courant de tous les détails concernant la disparition, donc il comprend à quel point la situation est grave, et il est content qu'elle lui en ait parlé, mais il est un peu curieux de savoir comment elle a su venir le chercher. Nathalie explique que lorsqu'ils se sont rencontrés il y a quelques jours, Abel lui a dit que s'il y avait jamais un problème et qu'elle ne pouvait pas le contacter pour obtenir de l'aide, alors elle devrait aller trouver Rio dès qu'elle le pourrait car c'est la personne la plus fiable qu'Abel connaisse. Cela ressemble bien à quelque chose qu'Abel dirait, et cela rend Rio heureux de savoir que son ami pense si highly de lui, mais, il doit vraiment y aller, donc il court droit vers la porte. Les aventuriers chargés de garder le donjon essaient de l'arrêter, mais Rio n'a pas le temps de s'occuper d'eux, donc il les bloque simplement avec des murs de glace et entre quand même. Une fois à l'intérieur, il se souvient que Nathalie a dit que le signal venait du 40e étage, mais il n'avait pas le temps de descendre par la route normale, donc il a utilisé ses jets d'eau pour couper à travers le sol, et c'est à peu près ainsi qu'il est arrivé ici. Le prince démon fait le premier mouvement et charge pour attaquer, mais sa vitesse de mouvement est bien trop lente pour devancer Rio, donc il esquive calmement l'attaque du prince démon et lui tranche la tête d'un mouvement rapide. Abel et les autres ne peuvent pas croire que Rio ait pu abattre le prince démon si rapidement, mais il s'avère que le combat n'est pas encore terminé. Le prince démon ramasse sa tête du sol et la rattache à son corps, ce qui doit être vraiment embarrassant pour lui étant donné qu'il combat un simple humain. Rio ne peut nier que la capacité de régénération sera difficile à gérer, mais cela ne devrait pas être trop difficile puisqu'il n'y a rien que le seigneur démon puisse faire pour lui nuire. En fait, juste pour affirmer sa domination, Rio crée plus de 200 jets abrasifs autour du prince démon, et avant même qu'il puisse comprendre à quel point il était foutu, Rio avait déjà réduit le corps du prince démon en poussière, et il n'y a aucun moyen qu'il se régénère à partir de cela. La bataille est maintenant officiellement terminée, donc Abel remercie Rio pour son aide, mais Rio dit que les mots sont bon marché,
donc si Abel veut vraiment le remercier, alors il paie le dîner de ce soir. Arthur se présente comme un conseiller du bureau des mages royaux, dit qu'il est incroyablement reconnaissant pour ce que Rio a fait parce que sans lui, il serait très certainement mort ici, mais Rio dit qu'il n'y a vraiment pas besoin de le remercier car il n'hésiterait jamais à aider les gens en difficulté. Si quoi que ce soit, il aurait aimé arriver plus tôt car alors il y aurait eu beaucoup moins de victimes. Arthur convient que c'est vraiment encore une tragédie, donc il dit qu'une fois que les mages auront récupéré un peu de leur magie, ils commenceront à collecter les restes de ceux qui ont péri afin qu'ils puissent avoir une sépulture digne. En attendant, Abel a demandé à Rio de l'aider à rassembler les pierres magiques de tous les diables puisqu'il aimerait utiliser l'argent pour soutenir les familles des défunts. Rio est plus qu'heureux d'aider, mais il y a quelque chose qui le tracasse depuis son arrivée ici. Quand il est tombé du 39e étage, il avait l'impression d'être entré dans une sorte de barrière, mais après avoir tué le prince démon, les effets semblaient avoir disparu, et ce n'est pas la seule chose étrange qu'il ait senti non plus parce que d'après le sort de sondage qu'il a effectué en descendant ici, il pouvait sentir quelque chose d'étrange près de l'escalier. Il prévoit d'aller enquêter sur leur chemin vers la sortie, mais pour l'instant ils doivent commencer à collecter les pierres magiques. Même après de nombreuses années en tant que mage, c'est la première fois qu'Arthur voit vraiment une pierre magique de diable, et il n'y a pas non plus de registre fiable à leur sujet. Parce que les diables ont tendance à apparaître de nulle part, il y a eu des spéculations qu'ils sont capables d'utiliser la magie spatio-temporelle, mais cette théorie n'a jamais été confirmée. Ailleurs dans le monde, le groupe du héros vient d'activer un hôtel utilisé pour invoquer le seigneur démon, et quelques instants plus tard, un portail s'ouvre juste devant eux. Léonore sort du portail, et le héros l'appelle le seigneur démon, ce qui la rend vraiment confuse puisque la dernière fois qu'elle a vérifié, ce n'est pas son titre. Elle est honnêtement juste venue ici parce qu'elle a senti une énergie étrange et voulait vérifier, mais après avoir entendu que ce type est un héros, cela l'enthousiasme puisqu'un héros doit être vraiment fort et elle est toujours partante pour un bon combat. Le héros lève son épée et déclare qu'il tuera Léonore aujourd'hui, et elle accueille étrangement le défi, mais une seconde plus tard, toutes ses attentes s'effondrent alors qu'elle réalise que ce loser est faible comme l'enfer. Elle essayait à peine de le frapper, mais son épée est passée directement à travers sa poitrine, donc elle est vraiment déçue. Elle retire son épée et regarde les amis du héros, tous complètement pétrifiés et incertains de ce qu'il faut faire ensuite. Léonore n'aime pas particulièrement tuer des gens, donc elle se téléporte derrière le mage et dit au groupe de simplement faire ses valises et rentrer chez lui parce que si le héros était si faible, alors aucun d'entre eux ne survivrait une demi-seconde contre elle. De plus, il pourrait vouloir commencer à s'occuper de leur amie là-bas puisqu'elle n'a touché aucun de ses organes vitaux, donc il a encore de bonnes chances de survivre s'il le traite rapidement. Le groupe fait la chose intelligente et accepte la pitié de Léonore, donc ils se précipitent pour commencer à soigner le héros, et pendant qu'ils font cela, Léonore se dirige vers l'hôtel. Elle est toujours vraiment déçue que le combat ait été une telle déception, mais la gemme magique qu'ils utilisent pour l'invoquer est assez intéressante, donc elle est satisfaite du résultat de ce voyage. Elle téléporte la gemme dans son stockage et le héros crie au seigneur démon d'attendre, mais Léonore en a marre du malentendu, donc elle dit à tout le monde qu'elle n'est pas le seigneur démon. Le groupe ne peut pas le croire parce que si elle n'est pas le seigneur démon, alors comment pourrait-elle être si forte ? Léonore ne sait pas vraiment comment répondre à cela puisque de son point de vue, le groupe de héros est juste vraiment faible, mais elle leur accorde un peu de crédit parce qu'elle est sûre qu'à leur niveau actuel, ils pourraient probablement vaincre le vrai seigneur démon s'ils travaillaient ensemble, mais elle est bien plus forte que ce type. Le héros ne peut toujours pas comprendre le fait que des créatures plus fortes que le seigneur démon existent parce que comment peut-il encore rivaliser avec cela en tant qu'humain ? Mais Léonore lui dit qu'elle a personnellement rencontré un humain qui était aussi fort qu'elle. Son nom était Rio si elle se souvient bien, et le combattre était très amusant, donc si elle devait évaluer sa puissance, elle dirait que Rio était 10 000 fois plus fort que le héros actuellement. Après cela, Léonore se téléporte, laissant le groupe du héros continuer le reste de leur journée. Au même moment, de retour dans le donjon, Rio et les autres aventuriers sont en route vers l'escalier pour retourner à la surface, et une fois sur place, Rio montre à l'anomalie dont il parlait plus tôt. Cela ressemble à une gemme magique, mais Arthur n'a jamais rien vu de tel auparavant, donc il n'est pas sûr de son utilité. Il décide qu'il veut la ramener avec lui à la surface pour l'analyser correctement, donc il met la gemme dans un sac de stockage et le groupe continue son voyage. Tout le monde finit par revenir à la surface et Hugh fait les préparatifs pour s'occuper de tous les aventuriers qui ont été blessés. En attendant, Nathalie rencontre Abel et les autres pour confirmer qu'ils vont bien, et Abel la remercie pour sa réflexion rapide parce que si elle n'était pas allée chercher Rio, il ne serait jamais rentré. Les choses ici se terminent plutôt bien, et il était soulagé qu'Abel et les autres aient survécu parce que s'ils étaient morts là-bas, cela aurait été une catastrophe majeure, mais cela dit, il a encore quelque chose à régler. Donc il attire l'attention de Rio et demande pourquoi il a foncé devant les gardes pour entrer dans le donjon, même s'il savait que c'était interdit. Rio ne pensait pas que Hugh se souviendrait d'en parler, donc il s'excuse d'avoir enfreint les règles. Cependant,
Arthur le défend et dit à Hugh de ne pas être trop dur avec lui parce que si Ryo n'était pas entré comme ça, aucun d'entre eux ne serait revenu vivant. Hugh est choqué d'entendre cela et demande à Arthur ce qu'il veut dire par là, mais Arthur ne veut pas en parler en public, donc il demande à Hugh de venir avec lui dans une tente privée. Une fois tous les deux seuls, Arthur met Hugh au courant de tout ce qui s'est passé dans le donjon, y compris les diables et le prince démon. Hugh peut difficilement croire ce qu'il entend puisque l'apparition de diables à un moment comme celui-ci est insensée, et ce n'est rien de moins qu'un miracle qu'il soit revenu du tout. Il suppose qu'Abel a dû travailler très dur pour protéger tout le monde, et bien qu'Arthur admette que la performance d'Abel était incroyable, même lui n'était pas de taille face au prince démon, mais alors qu'il était à quelques instants de la mort, c'est à ce moment-là que Ryo est apparu. Hugh essayait encore de digérer tout cela parce qu'il savait que Ryo était talentueux, mais il n'avait aucune idée que le gamin était capable de défier un prince démon par lui-même. Cependant, Arthur lui dit que le défi n'est pas le mot juste à utiliser ici, car ce que Ryo a fait n'était rien de moins qu'un massacre unilatéral. Il a pu éradiquer le prince démon et tous ses subordonnés restants en quelques secondes, et le niveau de magie qu'il a affiché était vraiment terrifiant. Après ce qu'il a témoigné, Arthur dit à Hugh que leur priorité absolue à partir de maintenant devrait être de s'assurer que Ryo reste en bon terme avec ce pays parce que ce serait catastrophique pour eux s'il devenait leur ennemi. Sur cette note, Arthur demande la coopération de Hugh pour effacer toute preuve de la force de Ryo du rapport de terrain puisqu'ils ne peuvent pas laisser ces aristocrates idiots apprendre l'existence de Ryo et essayer de le forcer à faire des choses déraisonnables. Le lendemain matin, Ryo est en ville quand il sent quelque chose de délicieux à proximité. Il suit l'odeur jusqu'à un restaurant local spécialisé dans le curry, et à sa surprise, il trouve Sarah déjà assise là. Sarah est tout aussi choquée de voir Ryo ici, mais elle ne peut pas lui en vouloir de venir puisque le curry ici est le meilleur. Les deux passent leur commande, et puisqu'ils ont enfin une chance de discuter, Sarah demande à Ryo où il habite. Ryo explique qu'il reste actuellement dans les dortoirs de la guilde, et elle est surprise de l'entendre puisque seuls les rookies y vivent, mais Ryo est techniquement toujours un rookie, il s'est juste trouvé être promu rang dès quand il s'est inscrit comme aventurier. Sarah est impressionnée puisqu'il est rare que les gens obtiennent des promotions instantanées, mais elle peut dire que Ryo est plus fort qu'il n'y paraît, donc cela a du sens pour elle. Une fois les deux terminés leur repas, ils sortent, et Ryo demande à Sarah s'il y a une raison pour laquelle il ne la voit jamais à la guilde, même si elle est une aventurière. C'est une longue histoire, mais en gros, elle a un contrat à long terme dans la capitale royale, donc elle a rarement besoin d'aller à la guilde. Elle dit qu'elle est l'instructrice d'épée pour l'ordre des chevaliers de Margaret, et puisqu'ils sont sur le sujet, elle demande à Ryo s'il a des plans après cela parce qu'elle aimerait avoir un match amical avec lui. Quelques minutes plus tard, Ryo et Sarah sont dans l'arène d'entraînement et sont sur le point de commencer leur combat, mais avant de commencer, Ryo demande à Sarah comment elle savait qu'il utilisait une épée, même s'il est un mage. Elle explique qu'elle pouvait le dire à sa façon de bouger et sa posture. De plus, il n'est pas rare qu'un mage combatte avec plus que de la magie. Le match commence, et Sarah se précipite sur Ryo avec une vitesse incroyable, mais il est capable de réagir à temps et de contre-attaquer. Sarah devient vraiment excitée puisque pratiquement personne n'a jamais réussi à esquiver sa frappe du premier coup. Ryo est tout aussi surpris puisqu'il ne s'attendait pas à ce que Sarah soit si rapide, mais elle n'y allait même pas à fond à ce moment-là, donc elle dit qu'elle va devenir sérieuse maintenant. Ryo fait de son mieux pour résister aux frappes implacables de Sarah, mais il peut à peine suivre et est bientôt submergé. Une fois le match terminé, Sarah serre Ryo dans ses bras par excitation parce qu'elle n'avait aucune idée qu'il était si talentueux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tenir aussi longtemps contre elle, surtout quand elle utilisait la magie du vent pour booster sa vitesse d'attaque et que Ryo n'utilisait aucune magie du tout. Elle adorerait continuer à s'entraîner avec lui, mais elle a bientôt une session de tutorat avec le fils du margrave, donc elle doit y aller. Après avoir dit au revoir à Sarah, Ryo décide de rentrer à la maison, mais en chemin, il tombe sur Hugh. Lui et Ryo retournent tous les deux à la guilde. Hugh lui demande de monter puisqu'il a quelque chose à discuter, et c'est à propos de l'incident avec Ryo qui est entré dans le donjon sans permission. Il dit à Ryo qu'il n'y a pas besoin d'être nerveux parce qu'Arthur l'a mis au courant de combien Ryo a contribué à sauver les vies de l'équipe d'enquête, donc il était vraiment reconnaissant, mais les règles disent qu'il doit punir Ryo, donc il dit à Ryo qu'il a un travail pour lui. Ryo est un peu confus puisqu'un travail obligatoire semble un peu trop clément pour être considéré comme une punition, mais Hugh lui dit de ne pas trop y réfléchir. Il informe Ryo que le travail qu'il va prendre est une mission d'escorte et cela impliquera un aller-retour vers la ville de Whitmarsh. Le lendemain, Nils s'approche de Ryo et lui dit qu'il a une faveur à lui demander. Son village natal a récemment lancé une demande de chasse, et il espérait l'accepter, mais elle est réservée aux chasseurs de rang D et supérieurs. C'est pourquoi il souhaite que Ryo forme un groupe avec lui afin qu'il puisse accepter la mission. Au départ, Ryo n'est pas intéressé par l'idée d'accepter une mission, car il n'a pas besoin de l'argent de la récompense, mais lorsqu'il apprend qu'ils devront combattre des gobelins et des squelettes, il change d'avis et accepte de partir, car cela lui donnera l'occasion idéale de malmener quelques monstres faibles.
Nils ne comprend pas très bien ce que Rio veut dire par là, mais il est content qu'il ait accepté de les aider. Ils se rendent donc tous au bureau du maître de la guilde pour l'informer qu'ils vont accepter la mission. Celui-ci accepte qu'ils acceptent la mission, mais les prévient que 2 autres groupes ont déjà échoué. L'un était de rang E et l'autre de rang D, mais Eto a du mal à croire qu'un groupe de rang D ait pu rencontrer autant de difficultés face à de simples gobelins et squelettes. Cependant, selon les rapports, la mission n'a pas échoué à cause des monstres, mais parce que les villageois ont refusé de coopérer. Il semble que le village n'apprécie pas les étrangers, mais Nils a du mal à le croire, car il a grandi là-bas et est certain que les gens ne sont pas particulièrement amicaux, mais qu'ils n'ont jamais été ouvertement hostiles envers les étrangers. Hugh ne sait pas pourquoi les villageois se comporteraient ainsi, mais il est inutile de spéculer. Il leur dit simplement d'être très prudents, car le dernier groupe qui a échoué dans sa mission a déclaré avoir rencontré une trentaine de squelettes et avoir été gravement blessés, mais avec Rio dans l'équipe, ils n'ont probablement rien à craindre. Il lui reste encore quelques jours avant de devoir partir en mission d'escorte à Witness, il a donc largement le temps de terminer la mission et de revenir. Il part immédiatement après avoir obtenu la permission du maître de la guilde, et après une demi-journée de marche, le groupe arrive à Kilati, le village natal de Nils. Dès leur arrivée, les habitants accueillent Nils avec des sourires chaleureux, ce qui choque Rio, car il était convaincu que Nils était devenu aventurier parce qu'il avait été banni de son village pour une raison quelconque. Nils n'arrivait pas à croire que Rio ait une si mauvaise opinion de lui. Certes, il avait causé pas mal de problèmes à l'époque, mais il ne voulait pas en parler. Il conduisit tout le monde dans le village afin qu'il puisse parler de la mission au maire, et ils arrivèrent rapidement à sa maison. Nils entra le premier, et Bulan était ravi de le voir, car cela faisait 1 an qu'il avait quitté le village. Il remarque alors les autres qui se tiennent près de la porte, et Nils les présente comme les membres de son groupe. Ils s'assoient tous pour discuter de la mission à accomplir. Bulan est un peu soulagé que Nils et son groupe se chargent désormais de la tâche, car il connaît déjà les coutumes du village. À ce propos, Nils demande s'il est vrai que le village n'a pas coopéré avec le dernier groupe d'aventuriers qui avait été envoyé ici. Bulan répond qu'il va leur expliquer ce qui s'est passé. Il leur raconte qu'il y a quelque temps, des squelettes ont commencé à apparaître à la lisière de la forêt orientale. Au début, il n'était que quelques-uns, mais très vite, la forêt en a été envahie, et Bulan a donc décidé de demander qu'on les chasse. Le premier groupe arrivé ici s'est chargé du problème des squelettes, mais malheureusement, ils ont fini par mener le combat là où ils n'auraient pas dû. Nils panique en entendant cela et demande s'ils ont combattu au cœur de la forêt orientale, car il comprendrait que les villageois deviennent hostiles si une telle chose venait à se produire. Bulan admet qu'il était peut-être un peu déraisonnable de se fâcher contre les aventuriers à ce sujet, car ils étaient en plein combat à mort lorsque cela s'est produit, mais tout le monde ici était très inquiet du fait que du sang ait été versé dans cette partie de la forêt. Nils se rend compte que les autres ne doivent pas comprendre de quoi lui et Bulan parlent, alors il explique qu'il s'agit d'un des plus grands secrets de leur village et que, malheureusement, il ne peut pas leur donner tous les détails sans avoir d'abord obtenu la permission des anciens du village. Il leur demande donc d'être patients et d'attendre qu'ils les rencontrent. En attendant, les autres sont invités à se reposer chez Nils avec ses frères et sœurs, et une fois sur place, il commence à discuter avec son frère, Neloi. Neloi est heureux que Nils ait ramené des personnes aussi dignes de confiance, et tant que ce sont eux, il est sûr que personne dans le village ne s'opposera à ce qu'ils s'occupent de la chasse. Le dernier groupe qui est venu ici a complètement ignoré les traditions du village et s'est précipité dans les bois sans les écouter, c'est pourquoi aucun des villageois n'était disposé à aider ces types, mais Rio et les autres sont différents. À ce moment-là, Nils revient de la réunion du conseiller, pour faire court, ils ont obtenu la permission de commencer la chasse. Nils suggère donc de commencer par chercher les gobelins pendant la journée, puis de s'occuper des squelettes. Il a également obtenu la permission de révéler le secret du village aux autres, mais il leur demande de promettre de garder le silence sur ce qu'ils vont entendre. Les autres acceptent tous de garder le secret, alors Nils leur révèle que ce village a 2 particularités. La première est qu'il y a une bête gardienne dans la forêt orientale, ce qui stupéfie tout le monde, car ils ignoraient que ce village était protégé par une bête gardienne. Rio est particulièrement étonné, car la bête gardienne semble être très puissante. Il espère même secrètement que la bête devienne maléfique pour une raison quelconque, afin d'avoir une excuse pour la combattre, mais lorsque les autres remarquent qu'il est perdu dans ses pensées, il fait semblant de rien et change de sujet. Il demande à Nils quelle est l'autre particularité de ce village, et Nils lui répond que c'est le sanctuaire, mais que la doyenne du village souhaite leur expliquer les détails en personne, ils devront donc attendre demain. Le lendemain matin, le groupe se rend dans la forêt et Bulan leur montre le dernier endroit où les gobelins ont été aperçus. Normalement, quelques gobelins ne poseraient pas vraiment de problème, mais les enfants du village jouent souvent dans les environs, et nous savons tout ce que les gobelins font aux enfants. À ce moment-là, Rio sent qu'un groupe de gobelins se dirige vers eux, il prévient donc tout le monde de se préparer au combat. Le groupe compte une dizaine de membres, et Nils suggère de tous les tuer sauf un, afin que le survivant puisse les ramener au nid. Rio approuve le plan,
et ils se cachent tous dans leur cachette pour attendre l'arrivée de la troupe de gobelins et leur tendre une embuscade. Une fois les gobelins suffisamment proches, Ryo leur lance son sort Ice Beam. Du point de vue des gobelins, cela a dû être terrifiant. L'instant d'avant, ils marchaient dans la forêt avec leurs copains, et l'instant d'après, ils ont vu Gob Junior se transformer en bloc de glace et se faire exploser la tête. Le dernier gobelin survivant s'enfuit aussi vite qu'il le peut, et Ryo et les autres le poursuivent jusqu'à ce qu'ils finissent par localiser le nid des gobelins. Le gobelin s'empresse d'expliquer que toute son équipe s'est transformée en glace pour une raison inconnue, mais un instant plus tard, il est lui aussi figé dans la glace. Les gobelins restants remarquent alors Ryo et les autres, et après avoir entendu ce qu'ils ont fait à la patrouille, ils ne veulent rien avoir à faire avec eux et se mettent à fuir. Cependant, Ryo n'a pas l'intention de laisser de survivants cette fois-ci, alors il gèle tous les gobelins d'un seul coup, et Nils et Amen se précipitent pour les réduire en morceaux. Nils et Amen courent vers l'entrée de la grotte et entendent quelque chose de gros approcher. Ils se préparent tous les deux à se battre, mais à leur grande horreur, il s'agit d'un général gobelin, qu'ils ne peuvent en aucun cas vaincre seuls. Heureusement, ils ne sont pas seuls. Ryo utilise une version plus puissante d'Ice Beam pour faire tomber le gobelin au sol, puis demande à Nils de l'achever. La présence de Ryo donne un peu l'impression de tricher, mais qu'importe. Ils viennent de tuer un général gobelin, et son noyau vaut beaucoup d'argent. Ils retournent en ville et, peu après, sont présentés à Nasu, l'aînée du village. Elle a déjà entendu parler de la façon dont le groupe a vaincu un général gobelin. Il leur reste encore beaucoup à faire, alors elle dit à tout le monde de la suivre afin qu'ils puissent aller rencontrer la bête gardienne. Ils finissent par arriver à la grotte, et Ryo est excité à l'idée de rencontrer enfin une bête gardienne, mais son enthousiasme retombe lorsqu'il se rend compte que la bête n'est pas maléfique et qu'il ne va donc pas avoir à la combattre de sitôt. La bête jette un œil au garçon que Nasu a amené pour mener à bien une mission de chasse, et tout lui semble assez normal, mais lorsqu'il aperçoit Ryo, son attitude change du tout au tout. Il se présente à Ryo sous le nom de Kuzan, et Nasu et Bulan ont du mal à y croire, car la bête gardienne n'a jamais révélé son nom à personne auparavant. Kuzan admet qu'il ne mentionne généralement pas son nom parce que les humains ne le prononcent presque jamais correctement, mais il a estimé qu'il serait irrespectueux de le cacher en présence de quelqu'un comme Ryo. Ryo ne comprend pas pourquoi une bête gardienne est si polie avec lui, alors Kuzan lui explique qu'il est en partie fait et que, pour une raison quelconque, la présence de Ryo lui est agréable. Ryo se souvient que Sarah a mentionné que le roi des fées l'aimait bien aussi, alors il se demande s'il a une caractéristique physique qui plaît aux fées. Pour l'instant, Ryo remercie Kuzan pour le compliment, mais Kuzan dit que c'est lui qui devrait le remercier, car rencontrer Ryo lui donne l'impression qu'il pourrait vivre encore 1000 ans sans problème. En ce qui concerne la mission de chasse qui leur a été confiée, Kuzan informe le groupe qu'il y a environ 30 squelettes autour du sanctuaire, et qu'il y en a un très gros à l'intérieur, mais qu'il utilise son pouvoir pour le garder scellé pour le moment. Une fois qu'ils auront réussi à vaincre tous les squelettes à l'extérieur du sanctuaire, Kuzan le libérera afin qu'ils puissent terminer leur travail. Le groupe se rend alors au sanctuaire, et Eto n'hésite pas à utiliser la magie de la lumière pour exorciser les squelettes à l'extérieur, mais ils doivent maintenant s'occuper de celui qui se trouve à l'intérieur. Ils ouvrent les portes et, à leur grande surprise, se retrouvent face à un squelette arqué retenu à l'intérieur du sanctuaire, et Kuzan ne plaisantait pas en disant que cette créature était grande. Ryo utilise sa magie pour créer des marteaux de glace pour Amen et Nils, puis il fait signe à Kuzan de libérer le squelette. Peu après, celui-ci se précipite sur eux, alors Ryo crée une couche de glace sur le sol pour le faire tomber afin que Nils et Amen puissent l'attaquer. Le squelette se rend rapidement compte qu'il est surpassé et tente de s'enfuir en rampant, mais la glace créée par Ryo est spécialement conçue pour être aussi glissante que possible, il ne peut donc pas aller très loin. Il retombe rapidement au sol après avoir glissé sur la glace, Nils en profite pour viser directement son cou et le briser en deux. Après cela, ils se dirigent tous à l'intérieur pour inspecter le sanctuaire, et Nasu est enthousiaste car c'est la première fois qu'elle y entre. À l'entrée, ils trouvent une statue de la déesse mère de la terre, mais étrangement, le joyau qui y est incrusté est fissuré. Nasu comprend immédiatement ce qui a dû se passer, ce joyau était censé être brillant et étincelant, mais quelque chose a clairement mal tourné. Elle se souvient qu'il y a quelque temps, Kuzan avait mentionné avoir senti une énergie étrange dans la région, et ce sanctuaire devait en être la source. Cette énergie est probablement aussi la raison pour laquelle tous ces monstres ont récemment surgi de nulle part, alors Nasu appose un sceau approprié sur le sanctuaire pour empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Maintenant que leur mission est terminée, Ryo et les autres disent au revoir aux villageois et commencent à retourner à Long. Mais en chemin, Nils et Eto se rendent compte que cela fait presque un an qu'ils sont devenus aventuriers et qu'ils ne peuvent donc plus rester dans les dortoirs de la guilde. Ryo et Amen ont encore un peu de temps avant de devoir trouver un nouveau logement, mais Eto et Nils envisagent d'acheter une maison et demandent aux autres s'ils souhaitent venir vivre avec eux. Amen accepte immédiatement l'offre, car il aime vivre avec Nils et Eto, mais Ryo dit qu'il doit y réfléchir, car il a quelques éléments à prendre en considération. Pendant ce temps, à Long, Yuk demande à Abel de le remplacer en tant que représentant au festival du port ouvert de Whitnash.
Normalement, il aurait demandé à Phelps de le faire, mais celui-ci est occupé par d'autres tâches pour le moment, et Abel est donc la seule autre option. Pendant ce temps, dans l'Empire, il vient d'être confirmé que la commandante de l'Ordre des Mages assistera également au festival de Whitnash, accompagnée de son subordonné, le magicien Inferno. Le jour du départ de Rio pour Whitnash arrive enfin, et par pure coïncidence, Niels, Eto et Amen sont également chargés d'escorter le marchand. Ils s'amusent donc tous à discuter et à profiter du paysage tout au long du trajet. Une fois arrivés à Whitnash, le marchand les remercie tous pour leur aide et leur dit que ses affaires ici dureront 10 jours, et qu'une fois qu'il aura terminé, il aura besoin d'eux pour le voyage de retour, mais que d'ici là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Rio et les autres sont ravis d'apprendre cela, car cela signifie qu'ils pourront profiter du festival ici. Ils partent donc tous en courant pour goûter à tous les stands de nourriture qu'ils peuvent trouver. Le lendemain matin, l'Impérial et le Voix arrivent également à Whitnash, mais ils sont légèrement retardés car l'un des nobles qui les précède a oublié ses papiers. Les gardes tentent donc de vérifier son identité, ce qui risque de prendre un certain temps. Oscar est un peu frustré d'être coincé dans la file d'attente à cause de l'incompétence de quelqu'un d'autre, mais bon, il ne peut rien y faire, alors il décide d'attendre. Alors qu'ils sont assis dans la calèche, Jürgen lui demande quel est le but de cette mission. Techniquement, ils sont juste là pour le festival, mais Oscar a du mal à croire que le roi les ait envoyés ici, lui et le commandant, juste pour profiter des festivités. Il n'y a aucun moyen d'être sûr des véritables intentions du roi, mais il pense qu'il est possible que celui-ci veuille faire un sale boulot pendant que la princesse Fion est là. Le roi a toujours choyé la princesse, à la fois parce qu'elle est sa plus jeune fille et parce qu'elle est exceptionnellement douée pour son âge. Il essaie donc peut-être de lui épargner pour l'instant la brutalité inhérente au rôle de souverain. Quant à savoir en quoi consiste cette brutalité, Oscar n'en sait pas plus que les autres, mais il est possible que l'empereur veuille éliminer les nobles qui s'opposent à la famille royale. Cela dit, officiellement, la seule tâche d'Oscar ici est de protéger Fiona, donc les plans de l'empereur ne le concernent pas. Plus tard dans la soirée, un banquet est organisé en présence du prince Conrad et de la princesse Fiona, réunissant tous les nobles. Conrad s'excuse auprès de sa sœur de l'avoir entraînée là-bas, car il sait qu'elle n'aime pas ce genre de réunion, mais elle lui répond que ce n'est pas grave. Conrad est sûr qu'elle doit être épuisée, alors il lui dit qu'il peut s'occuper du reste de la soirée tout seul, que Fiona est libre d'aller se coucher, et c'est la meilleure nouvelle qu'elle ait entendue de toute la journée. Elle s'effondre immédiatement sur son lit, et sa femme de chambre, Marie, l'aide à desserrer sa robe. Fiona déteste vraiment devoir assister à tous ces banquets raffinés, car elle se sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle s'entraîne dans la cour d'entraînement. Elle ne comprend pas comment son frère parvient à gérer le flux constant d'invités tout en trouvant le temps de veiller sur elle. Il est difficile de croire qu'il n'a que 3 ans de plus qu'elle. Elle aimerait avoir son charisme, mais Marie lui rappelle qu'elle a son propre talent. Presque personne dans le pays ne peut se comparer à elle en matière d'escrime ou de magie, et elle devrait en être fière. Le lendemain, Rio et les autres partent profiter davantage du festival, mais alors que le défilé passe, il remarque Abel assis dans les gradins réservés aux invités spéciaux, et il a l'air très nerveux car la princesse Fiona est assise juste à côté de lui. À ce moment-là, Rio aperçoit Ria et le reste du groupe d'Abel, et il leur demande pourquoi Abel est assis là avec la princesse. Ria explique qu'Abel a été invité à remplacer le maître de la guilde en tant que représentant du festival, mais que ce n'est que jusqu'à l'arrivée de Hugh dans quelques jours. Lynn regarde vers les tribunes et constate qu'une puissante barrière de vent a été mise en place pour protéger les invités, mais qu'elle est plusieurs fois plus épaisse qu'une barrière normale. Apparemment, la famille du seigneur de Whitnash possède un dispositif magique capable de générer de puissantes barrières, mais qui consomme énormément d'énergie, ce qui rend son fonctionnement très coûteux. Normalement, ils ne l'utiliseraient pas, mais en présence de la famille impériale, ils doivent mettre en place autant de mesures défensives que possible, car si quelque chose arrivait à quelqu'un comme la princesse Fiona, cela pourrait déclencher une guerre. En parlant de la princesse, Ria se souvient que Fiona est la commandante de la division magique de l'Empire, et si elle est ici, cela signifie que son lieutenant, le magicien infernal Oscar, doit également être présent. Rio trouve ce nom vraiment cool, alors il demande à Ria de lui en dire plus sur ce magicien infernal, et elle lui explique qu'il est capable d'incinérer 1 millier de soldats en un instant. Il a même déjà tué un wyvern d'un seul coup, ce qui serait impossible pour n'importe quel autre magicien, à l'exception de Rio. Après tout ce que Ria a entendu à son sujet, elle préfère ne pas avoir affaire à Oscar, et elle conseille à Rio et aux autres de rester loin de lui, mais littéralement 10 secondes plus tard, Rio tombe accidentellement sur Oscar dans la rue. Bien sûr, il n'a aucune idée que cette personne est le magicien infernal dont Ria vient de parler, alors il s'excuse simplement et continue à marcher avec ses amis. Oscar s'arrête un instant, car il sent qu'il y a quelque chose d'étrange chez Rio, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Cependant, avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir davantage, Jürgen l'appelle, car ils ont encore beaucoup de travail à faire, notamment faire le tour du festival et acheter toutes sortes de nourriture dans les stands.
Fiona a pratiquement supplié Oscar de le faire pour elle, car en tant que princesse, elle est obligée de rester dans les tribunes pendant toute la durée du défilé et elle ne voulait pas manquer tous les délicieux plats vendus dans la rue. Il reste encore beaucoup de choses à acheter, alors Jürgen lui dit de se dépêcher, car ils doivent tout avoir prêt avant que Fiona ne revienne au château. Pendant ce temps, près des tribunes, Abel tombe sur le prince Conrad, qui le reconnaît comme étant l'aventurier envoyé en tant que représentant du maître de la guilde, mais il lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, car Abel ressemble à quelqu'un que Conrad a connu autrefois. Abel lui répond que c'est probablement une coïncidence, mais qu'il y a autre chose dont il aimerait discuter avec Conrad. Il mentionne que la princesse Fiona a vraiment attiré son attention plus tôt, et Conrad lui demande en plaisantant si cela signifie qu'Abel s'intéresse à elle, mais il est beaucoup plus intéressé par le fait que si Fiona est ici, alors le mage Inferno Oscar doit également être dans les parages, et il trouve un peu étrange que l'Empire amène son atout militaire le plus puissant à un festival sans raison. Il se passe clairement quelque chose ici, mais Conrad dit qu'il n'est pas libre de discuter de ces questions avec Abel, et qu'il doit donc s'excuser pour l'instant. Peu de temps après, Fiona retourne dans sa chambre et s'effondre sur son lit, car elle est à nouveau épuisée, mais quelques instants plus tard, on frappe à sa porte, et Jürgen et Oscar entrent avec la nourriture qu'ils ont achetée pour elle. Oscar est tout aussi épuisé que Fiona, car il déteste se faufiler dans la foule. Il a même failli heurter un enfant, mais le garçon a été étonnamment rapide, et ils ne se sont finalement pas percutés. Fiona est un peu intriguée, car il est rare qu'Oscar fasse des compliments à des inconnus comme ça, mais Oscar avait compris que Rio n'était pas une personne ordinaire. Quoi qu'il en soit, Oscar sert à Fiona la nourriture achetée dans la rue et utilise un peu de sa magie pour la réchauffer. Elle lui en est très reconnaissante et, s'adressant à Oscar en l'appelant « Maître », elle le remercie pour son aide. Oscar lui rappelle qu'elle ne peut pas continuer à l'appeler « Maître », car il est techniquement son subordonné, mais Fiona répond que Marie et Jürgen connaissent déjà leur relation, donc cela ne devrait pas poser de problème. Le lendemain matin, le festival continue et le groupe de Rio s'amuse à nouveau. Il décide de participer à un concours de tir à l'arc. Amen est le premier à s'y essayer, mais il est vraiment nul avec un arc et est loin d'atteindre la cible. C'est ensuite au tour d'Eto, qui se dirige vers son poste, mais il est tout aussi mauvais qu'Amen. Rio s'amuse à regarder le concours, mais il se rend compte que Nils ne s'est pas inscrit, alors il lui demande pourquoi. Nils explique qu'il n'a jamais touché un arc de sa vie, donc il sait déjà qu'il n'arrivera jamais à atteindre la cible. Abel surprend la conversation et se met à rire tout seul. Rio lui dit qu'il n'est pas gentil de se moquer des gens pour leur manque de compétences, et il s'excuse, mais en réalité, il ne se moquait pas de Nils. Il riait parce que cela lui rappelait son enfance, lorsqu'il était lui-même très mauvais à l'arc. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Abel de participer au concours. Il s'avance, vise et réussit un tir parfait dès son premier essai. Il quitte la scène avec le sourire, mais celui-ci s'efface rapidement lorsque le reste de son groupe arrive, car il avait techniquement promis de passer la journée avec Ria, mais il l'a complètement oublié, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, allons, Sarah a parcouru toute la ville à la recherche de Rio, car elle veut le revoir. Elle a déjà vérifié tous les endroits où il se rend habituellement, mais il n'y a toujours aucun signe de lui. Elle décide donc de se rendre à la guilde pour voir s'il s'y trouve. Nina est surprise de voir Sarah ici, car il est rare qu'elle vienne à la guilde. Elle lui demande donc ce qui se passe. Sarah explique qu'elle a cherché Rio toute la journée, mais qu'elle n'a pas réussi à le trouver, alors elle espérait que Nina saurait où il est. Nina explique que Rio est en fait en mission hors de la ville en ce moment, et Sarah suppose que cela signifie qu'il sera de retour demain, mais Nina la corrige et lui dit que Rio ne reviendra pas avant un certain temps. Dès que Sarah entend cela, son cœur se serre à l'idée de ne plus pouvoir revoir Rio, alors elle demande à Nina combien de temps il sera absent. Nina lui répond qu'elle ne sait pas exactement, mais qu'il faudra au moins une semaine avant qu'il ne revienne. Sarah est déçue, mais elle apprécie l'aide de Nina et la remercie avant de partir. Au même moment, à Whitnash, Rio se prépare à assister à la course nautique à laquelle Nils et Amen vont participer. Cependant, il s'avère que Dan est également présent, et lui et Nils ont toujours un différend important, ce qui va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Au début de la course, Fiona et son groupe regardent de loin, et Fiona se demande pourquoi il y a des courses séparées pour les aventuriers et les civils. Maria lui explique que les aventuriers sont autorisés à s'attaquer les uns les autres sans pénalité ici, ce qui rend la course un peu trop dangereuse pour les gens ordinaires, même si la magie est toujours strictement interdite. Dès le début de la course, Nils et Dan se sont immédiatement attaqués avec leur âme, oubliant complètement qu'il s'agissait d'une course. Ils ont réussi à conserver leur avance sur le reste des concurrents pendant la majeure partie de la course, mais dans la dernière ligne droite, Dan et Nils ont cassé leur âme, alors ils ont pris celle de leurs compagnons pour pouvoir continuer à se battre. Ils cassent alors ces rames également et se résolvent à utiliser leurs poings, tandis que le reste des concurrents les dépasse, mais même après que tous les autres les aient dépassés, Nils et Dan continuent à se battre jusqu'à ce qu'ils finissent par faire chavirer leurs deux bateaux. Ils ont peut-être perdu la course,
Mais ils remportent un trophée pour avoir tant diverti le public avec leur pitrerie, qu'ils se disputent ensuite également. Rio et les autres décident de laisser Niels régler son différend et, pendant ce temps, ils vont voir le salon nautique. Hugh est arrivé à Whitnash à ce moment-là, et lorsqu'il aperçoit le groupe, il leur parle des avancées technologiques qui ont permis de construire cet engin. Il fonctionne grâce à des pierres magiques et à l'alchimie, utilisant à la fois la magie du vent et de l'eau pour se propulser dans l'eau. Bien que Hugh ne l'ait jamais vu en action, il a intérêt à être performant, car il a coûté 370 milliards à fabriquer. Après cela, Rio, Amen et Eto se rendent dans un magasin d'armes, car Eto souhaite s'acheter une arme afin d'être utile au combat. Cependant, comme il est nul à l'arc, le commerçant lui suggère quelque chose de mieux, une arbalète équipée d'un interrupteur. Cette petite merveille peut tirer des carreaux à cadence rapide sur des adversaires à moyenne distance, ce qui rend le tir peu précis, mais parfait pour Eto. Plus tard dans la soirée, un autre banquet est organisé au château, et Abel est une fois de plus invité à remplacer le maître de la guilde, il y assiste donc également. Il se sent un peu mal à l'aise car il n'a pas été autorisé à apporter d'armes avec lui à l'événement, mais avec une barrière en place, il doute qu'il ait à s'inquiéter d'éventuelles attaques. Mais à ce sujet, dans la salle de la barrière, l'un des techniciens remarque que quelque chose ne va pas avec l'artefact de la barrière et qu'à ce rythme, tout le système de défense du banquet va s'effondrer. Il s'apprête donc à aller chercher quelqu'un pour le réparer. Cependant, avant qu'il n'ait pu le faire, il est éliminé par un groupe mystérieux, et dès que la barrière tombe, le banquet est attaqué.